Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis sombre là, non? Attends. Merde, j'ai pas bien réglé les lights. Bouge pas, j'arrive. Et voilà. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, je suis toujours pas... Putain mais c'est ouf. Normalement j'avais plus de likes que ça peut-être. On a eu des petits problèmes d'internet, du coup il a fallu que je reconfigure les keylights et peut-être que je suis un petit peu sombre. Ou alors, ah non, c'est peut-être parce que j'ai le t-shirt blanc et que du coup ça a sombré un peu à la caméra. Bref, ou peut-être que en fait j'ai juste bronzé ce week-end parce que j'étais à Pau. Et oui, mesdames et messieurs, bonjour tout le monde. Bonsoir en plein milieu de la journée. Bah bien sûr. Tu connais pas la politesse, mec? Bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Dark Depilo, c'est un petit peu ça, ouais. Non, mais en vrai, ça se trouve, j'ai juste bronzé. Attends, fais voir. Je pense que j'ai juste bronzé en vrai. Ah, en vrai, je pense que j'ai juste bronzé. Hein. C'est juste ça. J'ai pas fait gaffe. Je pense que ça doit être ça. Y a de l'écho? Non? Bah non, c'est toi qui as de l'écho dans les oreilles, mon bro. Normalement, il n'y a pas d'écho. Attends, hop, moi je vais juste faire ça. Voilà, c'est pour éviter que ça me gueule dans les oreilles. Avec la combi bronzée. Alors, j'étais pas tout le temps en combi. Un petit peu, mais pas tout le temps, tout le temps. T'as pris des bras? Non plus, non plus. Non, 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 je vous assure que non. Mais alors là, mais pas du tout. Pas du tout. J'ai bronzé de fou. Ah ouais? Merde. Bon bah tant mieux. En même temps, tu vas me dire là, ça y est, il commence à faire beau en France. À Paris aussi. Incroyable. Il fait beau, donc du coup, c'est le moment d'aller un petit peu en terrasse, boire des coups avec les potes, tranquille, etc. À force de conduire des voitures. Bah, la Twingo, elle était pas cabriolée. J'avais un casque, une cagoule. Autant me dire, c'était un peu compliqué. Est-ce que le caleçon va bien? Oui. on est en train de commencer le montage du vlog là avec Enzo. Donc l'objectif c'est de le sortir lundi, mais j'ai un petit peu peur que ça sorte lundi. Je sais pas si on arrivera à le sortir lundi. L'objectif c'est de le sortir lundi. Je vais essayer de vous faire une vidéo aussi pour mercredi. Je pensais faire ça sur Carlos Sainz. Et en fait, je vais peut-être la faire sur George Russell. Je sais pas encore. Merci Darth Potato. Ouh, 3e mois d'abonnement, c'est beau, let's go, on adore. Pas de bijoux dans la voiture. Alors moi, alors il y avait la FIA, mais la FIA s'en foutait un petit peu de la Twin Cup. J'ai gardé la bague pour mesurer l'effort, on va dire. J'ai enlevé tout ce qui était montre, etc. Ah, j'ai gardé bracelet aussi, tiens. Le petit bracelet vroom vroom. Et j'avais un calbar en coton. En 95% coton. Donc en vrai, ça va. C'est pas genre, oui, il est pas inifugé, mais ça va, tu vois. J'ai hésité à mettre les baloches à l'air, mais j'étais moyen chaud. Merci Azerty pour ton prime. Merci beaucoup, frérot. Donc, mais ouais, c'est assez. En vrai, les gars, je pense que comment ça s'appelle? Je crois que les équipementiers font pas encore des caleçons inifugés, mais je pense que ça va pas tarder à arriver. Donc dès qu'il y en aura un, j'achèterai. Donc voilà. De toute façon, c'est un bijou. Hashtag disquette. On va parler de quoi aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Enfin, quelqu'un qui suit dans le chat, bordel. Qui a envie de manger devant quelqu'un qui parle de la Formule 1. De la Formula 1. La Formula 1. Aujourd'hui, en vrai, j'avais envie beaucoup de discuter. Alors, peut-être ça va vous casser les couilles. Mais j'avais beaucoup envie de parler du Grand Prix de Miami en lui-même, en fait. Parce que, alors on en a quand même parlé pas mal de fois finalement dans 107%. Ça a été, il y a eu surtout, on a parlé surtout des à côté du Grand Prix là. Vous savez les tribunes, etc. On avait parlé un petit peu du tracé. On avait fait une petite preview la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de discuter avec vous sur l'entièreté de cet événement et aussi la manière dont les médias ou la presse a pu, comment dire, a pu communiquer, on va dire, sur ce Grand Prix en lui-même, sur ce week-end-là. Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est un... Voilà, du coup, j'avais envie de parler de ça avec vous, de revenir peut-être sur 2-3 petits points du Fast 5 notamment, parce que je fais toujours une ou deux petites erreurs dans le Fast 5, je me dis ah merde, j'avais oublié ça. Bon là, faut dire que le Fast 5 a été difficile à écrire dans le sens où je revenais de Pau, j'étais claqué, j'ai commencé à regarder le Grand Prix, était
23h30, quelque chose comme ça, le dimanche. Je l'ai fini à 6h du mat le lundi. Enfin bon, et j'étais crevé de tout le week-end parce que bon, j'étais à Pau quoi. Donc du coup, c'était un peu complexe pour faire le Fast Five. Mais du coup, ouais, on va parler, je pense, en long, en large et en travers de Miami rapidement parce que je trouve que c'est... Il y a tellement de trucs à dire et en même temps, en fait, j'ai envie d'avoir vos réactions parce que j'ai vu passer plein de choses, etc. Oh là là, Anna Honner. Attention, 10 mois d'abonnement de la petite Anna, hein, d'Anastasia pour les intimes. Et j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus, sur un petit peu tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a pu vivre sur ce Grand Prix de Miami, etc. Bon, même si vous connaissez mon sentiment, on va dire, général sur ce Grand Prix, c'est un petit peu intéressant on va dire de le repréciser. Et on va parler aussi de Mercedes. On va parler de Mercedes parce que là, pour le coup, il y a... Alors, je sais pas s'il y a un problème, mais en tout cas, c'est pas non plus ouf ce qui se passe chez Mercedes. Donc du coup, ouais, on va parler aussi un petit peu de Mercedes. Et avant ça, alors, l'émission aujourd'hui, normalement, elle devrait être plutôt courte. Peut-être un petit peu plus tranquille, on va dire, honnêtement. Donc bon, on verra comment ça va avancer dans l'émission, mais on va y aller vraiment tranquille. On fera probablement pas 2 heures, je pense. Si j'arrive à tenir 2 heures, faudra me dire d'arrêter de parler, hein, mais vraiment. Soupe à la grimace chez Mercedes, un petit peu, et justement on va y revenir là-dessus. Ouais, on parlera de Mercedes, on parlera de Miami, et avant de parler de tout ça, forcément, moi j'ai envie de vous dire, les amis, il faut faire un point sur... Il faut faire un point sur The Bet. Il faut faire un point sur ce qu'on avait parié jeudi dernier. Est-ce qu'on peut se rappeler les histoires qu'on s'était racontées en se disant mais ouais, ça peut marcher. Mais ouais, ça peut marcher. Mais oui, ça peut marcher. Oh, et puis on peut tenter. Aïe 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 aïe. Mesdames et messieurs, alors je trouve ça intéressant à chaque fois de revenir sur les paris qu'on a fait, etc. Parce que je trouve ça rigolo, mais quand je me rappelle, quand je vois ce qui s'est passé ce week-end et que je vois les cotes qu'on a pariés, les potes, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, faire plus mauvais que ça, c'est quand même très compliqué, quoi. C'est... Est-ce qu'il y en a pour qui c'est rentré des paris, des choses sympas? Est-ce qu'il y en a qui ont parié sur leur petit chouchou et ça a réussi ou pas? Dans le chat, dites-moi. Parce qu'on avait lâché aussi des free bets. Normalement, ils ont été distribués, je crois, ou en tout cas, vous avez vu avec The Bet, je crois, il me semble. Donc, normalement, tout a été plutôt distribué. Au pire, ce sera pour le Grand Prix de Barcelone, donc no worries. Russell top 5. Ah, il y en a. Leclerc vainqueur, c'était bon. Ok, c'est rentré. J'ai juste eu la pole et le pauvre top 10 de Bottas sur 7 paris. Ouf. Ah, t'as fait 7 paris. Ah, la vache. Ah, le doublé Féfé qui passe pas. En vrai, putain, c'était bien parti, hein. En vrai, c'était bien parti, les gars. Le doublé Féfé, on se disait P1, P2 sur la grille de départ. Franchement, là, ça fait mal au cœur quand même. Pour le doublé Féfé, on se disait que ça pouvait partir. Mais... Merci encore pour les free bets reçus même pas 1 heure après le live. Magnifique ça, nice, ça on adore, ouais, il y a des choses qui sont rentrées rien n'est rentré pour Jean-Hart. Putain, non mais c'est terrible. Après je vais vous dire les gars, malheureusement c'est... On était à Miami sur un circuit qui était tout neuf, avec une surface bizarre, mais ça on va en reparler. On était avec... avec des voitures et des améliorations pour certaines voitures. Autant vous dire que le vendredi soir... ou le samedi matin, je sais plus, quand j'ai vu les résultats FP1, FP2 et que j'ai vu George Russell P2, P1, j'ai commencé à faire oula, est-ce que je suis sûr et que j'ai vu Carlos Sainz dans le mur, alors du coup Sainz dans le mur, très bien, donc on avait parié sur sa victoire. Ensuite on avait dit Esteban Ocon, bon, les Alpines, et puis Bottas dans le mur aussi en FP1 ou 2 je crois. Bon, autant vous dire que le samedi matin, j'étais pas bien, tu vois, je m'étais dit, ah, merde, c'est pas du tout... Ça fait un petit peu mal. Puis ouais, Ocon top 6 alors que, bon, bah, il partait P20. Compliqué, quoi. Donc oui, bah, le petit Carlos, non. Le petit Esteban Ocon top 6, non. La P3 de Valtteri Bottas, si jamais devant, ça se met un peu dans les choux,
il récupère le truc parce qu'il était devant les deux Mercedes, donc ça c'était plutôt pas mal. Bon, il a fait une petite erreur, mais voilà. Mais là, ouais, c'était un peu catastrophique. C'est quoi, c'est des free bets que j'avais pris, je crois. Non, c'était pas des free bets. Oh putain, merde. Ah ouais, prochaine fois, faut que je fasse des free bets sur ces conneries là. Oh punaise, j'aimerais bien rentrer un truc pour Barcelone, mais ça on en reparlera la semaine prochaine. Je vous en redistribuerai des free bets, vous inquiétez pas, on va en avoir toute la saison, etc. Ne vous inquiétez pas, on fera ça comme il faut. En fait, il faut juste parier toute la saison sur Albon top 10. En vrai de ouf. Mais en vrai de ouf, hein. En vrai de ouf, hein. Le petit Alexander Albon avec tout ça, ça pourrait bien fonctionner, hein. Ça pourrait bien fonctionner. Mais on y a cru, et les deux Mercedes. Ah, bah de ouf. Si les deux Mercedes mettent dehors, putain, c'est... Alors, je vais pas dire c'est beau, parce que bon, on n'a pas forcément envie de les voir se planter. Enfin, voilà, mais pour mon petit Valtteri Bottas, ça aurait pu être beau, quoi. De récupérer un petit peu Albon teinture rouge égale free top 10. Un peu ça, ouais. J'ai tout eu sauf Perez top 3. Ok, ouais. Putain, pas mal. Enfin, pas mal, bah non, du coup. Mais vous faites combien de paris, les gars? Parce que moi, j'en fais 3, je mets 10 balles en tout, grand max. Mais vous faites combien de paris, en fait? C'est petite question, juste pour savoir. 2, ouais. Est-ce que vous en faites plus, moins 0? Oui, voilà, non mais 0 pari MDR. Non mais merci, les gars, je demande à ceux qui ont parié. Je suis pro Merco. Non mais t'inquiète, tranquille. 4 max, 3. Ok, ouais, ça se fait plaisir, quoi. Ça se fait plaisir, tranquille. 20. Ouais, c'est trop ça, frérot. 0, je suis pas majeur. Ah bah tant mieux. Tant que t'es pas majeur, pas de pari. 5, ok. Ok. Bon, on verra. Je donne mes prédits à un pote et c'est lui qui parie généralement. 3 ou 4 prédits. Ah, toi, t'as trouvé le truc. Hein. Force à vous, les pro Merco. C'est vrai. On va en parler de Mercedes. Bref, tout ça pour dire que c'est du rouge. Hein. Là, pour le coup, Sainz qui plante la voiture dans le mur. Après, c'est Esteban qui la plante dans le mur. Et il y a eu Valtteri Bottas entre temps. Autant vous dire que ça a été. Autant vous dire que ça a été compliqué. Hein. Donc bon. Si ça vous chauffe ici, les gars, 5 € de free bet aux 5 premiers qui répondent avec leur login TheBet. Ah, carrément. Ah, il y a TheBet dans le chat qui nous offre des free bets si vous voulez. Si jamais. 5 € de free bet. Un petit 5 balles. Et puis ça part, quoi. Je vous laisse gérer ça, TheBet. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça c'était la petite partie TheBet un peu marrante. Autant vous dire que c'est pas rentré. Comme quoi, hein, personne n'est parfait, surtout pas moi d'ailleurs. Est-ce que j'ai eu la bêta de F1 22? Oui, j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher dessus. Je vais être tout à fait honnête avec vous, les gars. Je crois que je l'ai installée, il me semble. J'ai pas du tout eu le temps de me mettre dessus. J'ai vu quelques gameplays qui sont sortis, notamment de la part d'Hydro. J'ai assisté à la présentation presse de F1 22. Il y a plein de trucs à dire. Il y a plein de trucs très très cool, honnêtement. En plus, je partais en mode vraiment pessimiste, en mode ils vont rien changer encore, comme d'hab, machin. Je reconnais que j'ai été très agréablement surpris. J'ai pas encore posé les mains sur le jeu, donc on verra. Je vais essayer de vous faire une... Alors, je sais pas si je vous ferai une preview, mais je vous ferai une review du jeu quoi qu'il arrive. Et quand on arrivera un petit peu... quand on arrivera vers la sortie du jeu, etc., je ferai quelques lives pour F1 22, etc. Je pense pas qu'il y aura je pense pas que je ferai de vidéo à part la review. Je pense pas que je ferai vidéo sur la chaîne. Donc voilà, mais on sera plus ça sur Twitch. Donc ça vaut le coup de l'acheter. Je sais pas encore. Je peux pas vous le dire. Je l'ai pas testé, donc je peux pas vous le dire. Mais c'est sur ma to-do list. Il y a quand même... En ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Donc vous inquiétez pas, mais on s'en parlera à un moment donné ou un autre. Merci Trax pour le 4e mois d'abonnement, ça fait super plaisir. Après, c'est vrai que je suis très hype par F1 Manager pour le coup. Donc voilà. La coop avec Hydro, bah je pense que ça se fera sur F1 22, hein, voilà. on devait pas faire une coop sur F1 21. Ouais, voilà, ça va se faire sur F1 22, n'est-ce pas? Donc bon.
Alors, on parle de quoi? Je vous propose de revenir sur Miami, les potes. Yes. On va revenir sur Miami si vous le voulez bien, les potes. On va revenir sur le Grand Prix de Miami. La première chose, les gars, j'aimerais comprendre. Alors, j'ai fouillé un petit peu. J'aimerais comprendre quand même. Il y a une machine de nettoyage qui a endommagé la piste. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Alors, apparemment. C'était surtout à l'épingle, vous savez. En fait, il y a une machine de nettoyage qui nettoyait la piste, quoi. Avant la Free Practice 1, il me semble. Et le gars, là, il a mis le mauvais réglage. Il a envoyé comment ça s'appelle, de l'hydro... Pas de l'hydrocarbure. Un fluide hydraulique ou je sais pas quoi. Du coup, ça a déglingué la surface. C'est pour ça que vous savez, il y avait des gros patchs à la dernière épingle là. Il y avait des gros patchs de béton. Ils ont refait la surface du truc. Il a lâché un truc et du grosso modo, ça a déglingué la piste. Donc j'étais acheté, pardon. Le gars, et en fait, ils disent, en fait, ça aurait été sur n'importe quel autre circuit. On aurait pu avoir probablement à peu près la même chose parce que le gars a fait une mauvaise manip. Donc t'es là, tu fais putain, bon, ok, déjà ça commence pas bien. Là, ça y est, j'en ai marre. La piste, on en avait parlé la semaine dernière, elle est faite avec du calcaire, avec des amas de roches spécifiques, etc. Machin. Grosso modo, ça donne une piste qui est glissante et en plus qui dégrade les pneus. Donc t'es là, tu te fais bon, putain, alors ok. Je vous l'ai dit dans le Fast 5 et je pense qu'on se l'est fait. Je pense que Julien Febvreau l'a fait remarquer probablement pendant tout le week-end, c'est que hors trajectoire en fait ça sert à rien. Déjà sur la trajectoire c'est compliqué, donc en fait on avait vraiment qu'une seule ligne et que dès qu'on sortait de cette ligne du coup on se faisait avoir parce que les pilotes ont détesté la surface de la piste, hein, très clairement. En dehors de la ligne de course en fait il y avait absolument zéro grip partout. En fait tous les dépassements d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression qu'on a eu sur la course, viennent soit d'une erreur du pilote devant, d'être pas forcément d'une erreur, genre je suis sorti de la piste, mais je suis sorti de la ligne de course. Donc c'est là tu te dis mais mais pourquoi, tu vois, genre typiquement Charles Leclerc il se fait doubler par Max Verstappen parce que il sort légèrement de la ligne de course à l'épingle. Je crois que Mick Schumacher et Esteban Ocon se font avoir parce qu'ils sortent légèrement de la ligne de course quand Sébastien Vettel arrive à repasser devant. En fait, dans l'ensemble, alors il y en avait pour qui ils arrivaient quand même à freiner quand même un minimum en dehors de la trage où tu te dis bon ça va, c'est passé, tu vois, mais en fait j'ai l'impression que dès que tu sortais un petit peu de la trage, il y avait absolument plus rien. C'était horrible, du coup compliqué de faire la course et d'être côte à côte et de faire des batailles. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup, entre guillemets, le fait qu'il y ait du grip que sur la ligne de course. On avait l'impression qu'il y avait énormément d'erreurs de la part des pilotes parce que du coup ça amplifiait l'erreur, tu vois, du fait de sortir un petit peu de la trage de course. Donc bon, ça déjà compliqué, hein, qu'on se le dise. Du coup, alors qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine? Alors, on sait pas encore, mais forcément ils vont faire un check-up, de regarder un petit peu ce qui a été, ce qui a un petit peu moins fonctionné sur justement sur ce premier Grand Prix, de savoir ce qu'on allait faire, si on allait et merci The Bet évidemment, de ce qu'on allait faire, si on allait resurfacer la piste, etc. Enfin bon bref, en fait ce qui me fait un petit peu marrer, on va pas se le cacher, c'est qu'on a passé les médias, surtout anglo-saxons, je sais pas si sur les médias français c'était le cas, mais sur les médias anglo-saxons en grande majorité ça balançait. Alors je pense que c'est des articles un peu payés, tu vois, mais ça c'est des choses qui sont monnaie courante même en France, hein, vous inquiétez pas, pour dire des articles un peu plus pointus sur comment ils ont fait la piste, machin truc, tout ça pour dire en fait finalement cette surface de piste c'est de la merde. Et t'es là, tu te dis donc on nous a survendu le truc encore une fois sur la piste, etc. Donc t'es là, tu fais bon, ok, très bien. Donc est-ce que moi je pense sincèrement, tu vois, pourtant l'asphalte de Jeddah était très neuf, en dehors de la poussière du désert, c'était assez praticable. Oui, mais en fait, alors ce que j'ai lu quelque part dans un article, c'était super intéressant, c'est que les lois dans l'état de Floride, après je sais pas si c'est le cas sur tous les autres états aux États-Unis, en Floride,
il faut que toutes les routes, mais du coup j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'une piste c'est vraiment considéré comme une route? Toutes les routes doivent être fabriquées avec de la matière première, on va dire, qui vient de pas très loin, genre de grosso modo à côté de là où tu vas faire ta route. Faut que ce soit local, quoi, grosso modo. Tu vois, consommer local, si vous préférez. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont chopé ce qu'ils avaient un peu sous la main, et peut-être que c'est pour ça que c'est un petit peu de la merde. Mais du coup, effectivement, la piste a été faite avec des matériaux et des matières premières qui viennent de Floride et non pas et qui ne sont pas j'allais dire au standard, mais le mot est peut-être un peu fort, de toutes les autres surfaces qu'on a pu voir ailleurs sur les autres grands prix de Formule 1 et sur les autres circuits gradés 1 par la FIA. La FIA a accepté parce que le mélange paraissait correct ou je sais pas comme ça, mais bon, bah il a obtenu son grade 1, sinon on n'aurait pas roulé à Miami. Là encore une fois, hein. Peut-être. Donc voilà. Mais après, effectivement, une piste, c'est pas juste considéré comme une enceinte sportive. Je sais pas. C'est une vraie question que je me pose, mais a priori, non. La loi de l'État de Floride dit que si tu veux construire une route, grosso modo, faut prendre ça. Bon. Donc voilà. Alors, cette histoire de grade, en fait, il faut la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, a comment ça s'appelle, des caractéristiques que tu dois respecter pour pouvoir accueillir certains types de voitures de course. Les Formule 1 étant la catégorie la plus violente entre guillemets, donc il faut avoir un certain standing en matière de sécurité, de construction, de la manière dont tu fais la trajectoire sur la piste, machin, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses c'est un cahier des charges, merci. Un cahier des charges à respecter. Donc, et en fonction des circuits, tu as des circuits plus grands, plus petits, etc. Et par exemple, tu peux accueillir plus ou moins de catégories. Typiquement, la F1 peut pas rouler sur le circuit de... où est-ce qu'ils peuvent pas rouler? Un circuit un peu connu. À Pau, tiens, j'étais à Pau ce week-end. La F1 ne peut pas rouler à Pau puisque le circuit n'a pas les infrastructures et la piste ne suffisent pas pour faire un Grand Prix de Formule 1 à Pau. Le Grand Prix de Pau ne peut pas accueillir cette catégorie. Alors Le Mans, oui, tiens, oui, le circuit Bugatti sur lequel on va rouler en F4, typiquement, on ne peut pas accueillir la Formule 1 dessus pour tout un tas de raisons. Bref, peut-on espérer l'amélioration l'an prochain du fait que la piste aura vieilli? Probablement. Manicourt a encore son grade 1, il me semble, hein, donc normalement ils peuvent accueillir la Formule 1, me semble-t-il, mais à vérifier encore une fois. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, du coup peut-être qu'on va resurfacer, peut-être qu'on va faire autre chose sur la piste, avec un an justement, avec un an qui va passer, etc. Sachant que pendant un an, la piste ne va pas du tout être utilisée, que c'est un circuit qui est semi-permanent parce qu'il y a juste une portion, notamment la chicane chelou là dont on va reparler, la chicane chelou formuleux, la section formuleux, bah ça c'est permanent, mais le reste est pas permanent, donc du coup ça, voilà, va falloir voir comment ça va se passer. On verra. En tout cas, ce qui est connu, ce dont on est sûr, c'est que les Ricains ils savent pas faire des routes, hein, quoi qu'il arrive. Si vous êtes déjà allé aux États-Unis, vous savez de quoi je parle. Ils mettent des énormes dalles de béton pour faire leurs autoroutes. Enfin bon, voilà. Après, il y a d'autres. J'exagère un petit peu parce qu'il y a d'autres routes qui sont quand même plutôt bien foutues et quand même bien sympas. Mais dans l'ensemble, les Ricains en termes de tarmac, c'est un peu de la merde, hein, on va pas se le cacher. La section Formule E, là, puisqu'on en parle. Oui. Alors, dans l'idée, la section Formule E, là. Attends, c'est ça, là. Est-ce que j'ai pas une petite image Formula E section, là? Tiens, hop, boum. C'était celui-là? Non, c'était pas celui-là. De toute façon, oui, bon. Alors, attends, quitte à bien faire, on va peut-être prendre la track map bien. Écoutez. Ou alors, peut-être qu'il y a... Ah, c'est beau, ça. Attends. Bougez pas. Ça doit être aussi... Ouais, ça c'est la section formuleuse. Ça c'est la section formuleuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est la track map. Et si on fait ça, est-ce qu'on est bon? Yes. Voilà. À partir... La section 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Je vis en Belgique, niveau route de merde, on connaît ici. Aïe.
Dès qu'il y a 2 virages, ils sont perdus. Oh, vous êtes des bâtards. Pour info, le circuit des 24 heures est grade 2 FIA. Oui, absolument. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs, parce qu'ils font rouler des hypercars et enfin bref, je vous ferai. Il faut que ça fait 2 ans que je dois vous faire une vidéo sur les grades de la FIA pour les circuits. Salut à tous ceux qui rejoignent le chat. Alors cette section du 11, 12, 13, 14, 15, 16. Autrement dit, la section Formule E, hein, qu'on soit bien d'accord, puisque c'est vraiment rétréci. La vraie question, c'est à quoi ça sert au final là, parce que bon, ils mettent des virages pour faire des virages, on a un petit peu cette impression. En fait, ça me fait penser un petit peu au château, vous savez, du circuit de Bakou, la section du château où en fait tu rentres pas à deux, quoi, tu rentres qu'à un seul et c'est tout. Donc en fait, c'est un petit peu chelou. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, je crois que c'est au niveau de la chicane, hein, du 14 et du 15, ou entre le 14, 15, 16 grosso modo. En fait, je crois qu'il y a une route qui passe en dessous, si je dis pas de bêtises. Il y a une route qui passe en dessous, du coup ça a fait qu'il fallait surélever l'entrée de la chicane, donc c'est-à-dire le 14, et derrière le 15, il fallait la faire redescendre. Et en fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que justement dans le cahier des charges dont on parlait tout à l'heure pour les grades des circuits de la FIA, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux pas dire à ton architecte de dire bah écoute mon frérot, en fait tu peux faire une pente qui a grosso modo 50% d'inclinaison d'un coup sec. Genre la FIA elle va venir et faire bah non, ça se passe pas comme ça. En fait vous avez une manière de pouvoir justement faire une montée et faire une descente en fonction de la vitesse de passage des voitures. Grosso modo, c'est pour éviter qu'il y ait des jumps, quoi, si tu préfères. C'est pour éviter qu'il y ait trop de décharges. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir à quel point faudrait que j'aille voir le règlement pour voir si ça fonctionne aussi pour le raidillon de l'eau rouge à Spa. Parce que ça me paraît assez intéressant. Ils ont voulu faire un corkscrew version Miami. Alors bon, peut-être pas quand même, je sais pas, mais le corkscrew, alors c'est sur le circuit de Laguna Seca, toujours aux États-Unis. Vous avez une énorme descente. Et en fait, oui, effectivement, tu n'as pas le droit de construire. Il y a une inclinaison, comme les dodanes, tiens. Exactement comme les dodanes de Villebrequin. Tu as effectivement une inclinaison sur X mètres à respecter pour éviter que ce soit un peu trop le bordel. Et pareil pour la descente, tu vois. Donc là, c'est exactement la même chose. Genre X% de pente par rapport, on va dire, pour X km/h de passage, si tu préfères. Donc du coup, ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi, mais c'est pour ça qu'il y a une petite montée, une petite descente. Donc voilà, il y a des règles strictes là-dessus. Alors, pour les F1, avec la rigidité qu'on les connaît aujourd'hui, en 2022, du coup, c'est un petit peu compliqué. C'est pas spécialement très joli. En vrai, avec les anciennes, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus sympa. Parce que les anciennes pouvaient attaquer les vibreurs de manière absolument nonchalante. Avec les anciennes voitures là, de 2021, etc. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant en 2021, cette section 13, 14, 15, 16 là. Qu'avec les nouvelles voitures très rigides fait que t'es obligé d'avoir un billard, quoi. Enfin, tu peux pas avoir des sections si cassantes, on va dire, pour les suspensions, etc. C'est un petit peu dommage parce que tu sens qu'elles peinent, quoi. Tu les vois peiner un petit peu, quoi, sur ça. Donc on verra. On verra comment ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le circuit de Miami est pas fermé, on va dire, au fait de modifier son tracé. Et notamment cette chicane. Alors ça me permet d'en parler et de continuer là-dessus. C'est que derrière il y a quand même eu un crash. Il y a eu 2 crashs entre le virage 13 et le virage 14. On parle de Carlos Sainz et d'Esteban Ocon. Alors Carlos Sainz, bon, ça c'est une chose, il perd la voiture. Là tu te dis c'est chaud quand même de perdre la voiture. Les deux, vu comment ils ont perdu la voiture, j'ai du mal à comprendre en fait. Est-ce que vous avez la réponse, ça d'ailleurs, dans le chat? Comment, parce que Carlos Sainz il est ressorti de là, il a dit j'ai pas compris. On dirait Romain Grosjean un petit peu, mais voilà. Et Esteban Ocon, pareil, la voiture elle est partie d'un coup. Est-ce qu'il y a eu des explications? Parce que j'ai pas fait gaffe, j'ai pas trop cherché. Est-ce qu'il y a eu des explications justement sur pourquoi ils sont sortis ils étaient un peu hors de la trage de course? Trop de vitesse? Le tarmac était sale, ouais. Une sorte de gouttière sur l'extérieur du vibreur. Ouais, mais la voiture, elle part avant le vibreur, il me semble.
Gros sous-virage, mauvaise ligne. Grosse décharge du train arrière. C'était violent. Bah ouais, c'est pour ça. En fait, ils ont perdu les freins directement. Enfin, ils ont perdu l'arrière directement. Et du coup, c'est... Mauvaise trash pour Ocon. C'est ça qu'il a dit? Ok. Hydro leur a porté l'œil. Putain, oh, la justification. Carlos a juste été surpris d'après Grosjean. Ok. Droite-gauche avec une légère montée. Le bitume dégueulasse. Ouais. Ocon... ça va être un déplacement de masse sur l'arrière. Ah, Max, il a failli la planter aussi en FP3. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu du tout. Ils avaient des pneus neufs aussi tous les deux. Ok. Le vibreur intérieur que tu tapes avec la roue arrière doit droit et décharge. Mini coup de volant pour réajuster. Ok. Au 15. Ok, ok. Il est vraiment pas passé loin du mur, genre à 3 cm du mur. Ok, ok, ok. Ah, mais oui, il a fait. Oui, mais ça, il s'est pris un survirage dans la chicane. Moi, je parle juste après. Ouais, ouais, absolument. Oui, Max, c'est sur la prise de vibreur. Oui, absolument. Bref, tout ça pour dire que bon, déjà, on a Sainz qui éclate une voiture, qui dit j'ai mal au cou, donc en vrai, ce serait peut-être pas mal de mettre genre des Tech Pro ou autre chose qu'un mur en béton qui te déglingue la voiture et le pilote à l'intérieur. Parce que bon, un mur en béton, ça bouge pas. Hein. Si vous n'êtes pas au courant, ça absorbe pas tellement bien l'énergie comparé à des rails, comparé à des pneus, comparé à du Tech Pro, comparé à des Safer Barriers par exemple. Un mur en béton, ça bouge pas. Hein. Voilà. Donc tu te fais, littéralement, tu te fais très mal. Donc, bah oui, du coup, Sainz avait demandé à voir si on pouvait pas essayer de mettre quelques, on va dire, quelques appendices de sécurité, grosso modo. Tout ça pour que c'est quoi? C'était le lendemain? Ouais, c'était le lendemain. Ocon se prend un crash à 51 G. 51 G, les gars. C'est autant de G que ce qu'a pris Verstappen quand il s'est retrouvé dans le mur à Silverstone l'année dernière. 51 G. Vous vous rendez compte? Sur un entre guillemets si petit choc. Enfin, je veux dire, il est pas à 2,30 quoi. Il tape pas le mur à 2,30 les gars. Il s'est pris un 51 G dans la tête. C'est vous dire en fait la violence que tu te manges quoi. Ça fait mal quand même. Enfin, j'étais là, quand j'ai vu 51 G, j'ai fait non mais c'est stop, abusez pas. Et en fait, si. Donc alors c'est le pic, c'est le pic, Le mur est très près, mine de rien. Il était à quoi 110, 120, je dirais. Je me rends pas compte. On connaît la vitesse d'impact d'Esteban. Si, c'est 51 G les potes. Hein. Alors c'est en pic, hein. 130 environ. Mais Mick a pris 51 G aussi. Pas à Miami. Ah, à Jeddah. Non, il a pris moins, je crois. Mick, il a pris un peu moins, il me semble. Comment c'est calculé? En fait, c'est sur quelques millisecondes. C'est le pic de l'impact, si tu préfères. Mais il a pas en fait le chiffre pour faire réagir. Non, je pense. Bah non, ils sont la FIA a toutes les télémétries, hein, justement. Justement, vous avez dans les voitures, vous avez des capteurs de l'impact des forces G. Je crois que vous avez. Alors, je sais plus si c'est dans la caméra qui filme le pilote, pas la caméra, vous savez qu'on a qui est juste au niveau du volant, mais celle qui est beaucoup plus haute à laquelle on n'a pas accès, qui filme en 400 images secondes, il me semble. Donc du coup qui arrive à calculer assez précisément les nombres de G et normalement je crois que les pilotes dans leur oreillette ont aussi comment ça s'appelle des trucs d'accélérateur là, des accéléromètres dans les écouteurs, exactement, c'est ça, et c'est aussi comme ça qu'on calcule notamment les G. Donc oui, après là encore une fois, hein, il se prend un mur, le mur il bouge pas, la voiture elle encaisse tout, donc c'est, si tu veux, alors que Verstappen il s'éclate contre des pneus, donc si tu veux il y a de l'absorption, tu vois. Donc Ocon a perdu la voiture à 144 km/h. Putain la vache.
En vrai, se prendre un mur en béton à 150, enfin 140, bon 130 admettons l'impact grosso modo, le temps qu'ils se mettent en tête à queue. Mais ouais. Le facteur dans le calcul des jets, bonne question. On m'avait dit que le plus critique c'était le pic. C'était ça qui était le plus compliqué quoi, genre à encaisser. C'est le pic, c'est ça qui est le plus dangereux au final. Anyway, tout ça pour vous dire que bon bah Sainz avait demandé des protections, on lui a dit bah non c'est bon, on s'en bat les couilles. Boum, l'autre, le petit Esteban il se met dans le mur directement. Je comprends, en fait je comprends pas bien. En fait, je comprends pas bien. J'ai l'impression, tu vois, genre, alors typiquement, c'est pas pour aller dans le sens de Michael Masi. Typiquement, je trouve personnellement que Michael Masi était beaucoup plus à l'écoute des pilotes et faisait un bon taf de ce côté-là par rapport à ceux qu'on a aujourd'hui, qui certes essaient de faire appliquer un peu plus les règles, notamment sur, vous savez, toute l'histoire des combinaisons, des bijoux, etc. Et qui en fait derrière font un peu la sourde oreille sur d'autres éléments où tu te dis bah c'est quand même du bon sens frérot. Et en fait en fait ce qui est terrifiant avec ça, c'est que un bon direct, enfin honnêtement moi je vous le dis, après ça reste mon avis et donc, vous pouvez mettre ça sur Twitter et dire de toute façon c'est qu'un con. On s'en fout parce que Twitter c'est pas un vrai endroit. Aïe aïe je vais me faire déglinguer. non mais ça ne reste que mon opinion, mais je pense sincèrement que pour être un bon directeur de course, il faut déjà premièrement avoir une qualité qui est pour moi essentielle, c'est avoir du bon sens. Faut avoir du bon sens. C'est en fait c'est je sais pas, tu vois un gamin qui te dit mec là un gamin, bon Carlos Sainz pas si gamin que ça, mais TMTC, tu vois le gars se planter dans le mur de béton où tu vois que la voiture est détruite, qu'il comprend pas pourquoi. Encore tu vois ça se verrait qu'il avait fait une grosse erreur ou que tu vois il se prend un coup de raquette et que la voiture est mauvaise. Ok, pourquoi pas, tu vois, genre ouais bon bah t'as qu'à pas faire de la merde quoi grosso modo. Mais là il perd la voiture, on sait pas trop pourquoi, tu vois, donc c'est un peu voilà. Et tu te dis, et il te dit mec j'ai mal au cou, j'ai un peu mal partout, ce serait bien genre de mettre des tech pro. Et puis on te dit bah non. Attends, excusez-moi, qu'est-ce qu'il me veut lui? Ok. Maintenant qu'il me répond lui. Et en fait, donc du coup, on lui dit bah non, on s'en fout, c'est pas nécessaire. Puis il y a le deuxième qui se met dedans et toujours rien. Et tu te dis, mais à un moment donné, enfin. En fait, ce que je me dis. Alors, encore une fois, c'est un problème de communication. À la FIA, niveau communication, c'est un peu compliqué visiblement depuis très très longtemps. S'ils ont pas de tech pro, s'ils ont pas de quoi dire, s'ils ont pas de quoi faire, on va dire, une protection pour ce mur en béton, pas de souci, mais dites-le, tu vois. Genre dites, ok, oui, on vous a écouté, mais malheureusement aujourd'hui on n'a pas de tech pro, on peut pas en faire venir d'une manière ou d'une autre, je sais pas. On peut pas mettre ça là sans que faille revalider le circuit, sans que voilà parce que bon après tu places pas des tech pro comme ça en claquant des doigts, tu vois, tu te dis pas tiens je vais mettre des tech pro ici. En fait le truc genre encore une fois le problème c'est que la FIA dit non. Au lieu de dire non, dites ok on vous a entendu. Ce sera pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. On vous a entendu, on vous demande juste de faire gaffe, etc. Enfin, voilà, on peut pas, tu vois. Et t'es là, tu fais, mais c'est enfin, bon, bref, c'est fatigant. C'est fatigant. Donc voilà, ouais, effectivement, pas de protection supplémentaire pour ce virage donc 13-14, sortie du 13, entrée du 14. Donc du coup, c'était un peu compliqué quoi. Puis Sainz il était déglingué à la fin, il était crevé à la fin de la course. Verstappen pareil, il a perdu 3 kilos d'eau je crois. C'est énorme. Le Grand Prix était ultra physique et pourtant j'avais pas cette impression là quoi. Enfin vraiment dire non mais surtout pourquoi. Bah oui c'est ça le problème. Mais comme
En fait, je pense que comme beaucoup d'institutions aujourd'hui, ils ont tellement peur de passer pour des blaireaux qu'ils font pas exprès de passer pour des blaireaux. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a rien de pire que d'avoir peur de dire la vérité ou d'avoir peur d'assumer quelque chose, tu vois. Euh, et en fait, c'est ça le problème. C'est que à force de vouloir rien dire par peur de faire de la merde, bah tu fais de la merde. Et c'est là où tu te dis, oh là là, putain, non. Mais un tech pro, potentiellement, ça peut pas créer un suraccident en renvoyant leur voiture. Non, alors, justement, l'avantage du tech pro, c'est d'absorber sans renvoyer. C'est un petit peu mieux, on va dire, qu'un pneu. Alors, ça dépend des endroits où tu les places. Mais le tech pro, en fait, il s'enfonce. Alors que le pneu, pour le coup, va effectivement peut renvoyer une voiture sur la piste. Parce que le pneu, si tu veux, il se fait squeeze et puis il reprend sa forme. Alors que le Tech Pro, il s'enfonce, point barre. Un petit peu finalement, à cet endroit, tu vois, tout simplement, au lieu de mettre un mur en béton là, entre le 13 et le 14, il faudrait mettre ce qu'on appelle un safer barrier. C'est ce qu'ils ont, c'est un mur, un mur absorbant qu'ils ont, que les Américains, en plus, c'est les Américains qui, je crois que c'est les Américains qui ont inventé ça, hein, les safer barriers. Les safer barriers, si vous voulez, vous avez ça sur quasiment, je pense, tous les ovales aux États-Unis, notamment à Indianapolis, etc., où justement bah, c'est fait pour absorber une quantité d'énergie absolument incroyable. Et du coup, bah, au lieu de mettre un mur en béton, mets un safer barrier. En plus, ça prend pas beaucoup de place. Justement, c'est exactement fait pour quoi. Donc, je sais pas. Effectivement, le Tech Pro a été une solution, mais la vraie solution durable entre guillemets pour moi, c'est un safer barrier à cet endroit-là. Que je vous montre, tiens d'ailleurs, un safer barrier plutôt. Il y en a dans les S-Porsche aussi au Mans. Safer barrier. Merde, je l'ai mal écrit. Hop. Vous voyez, c'est ça là. Donc là, vous avez la piste. Et donc le safer barrier, là vous avez votre mur de béton. Là vous avez un autre mur. Et là vous avez des absorbeurs tout le temps partout. Et ça, c'est top ça. Ça, c'est vraiment top. Donc ils ont aux États-Unis, ils sont friands de ça. Voilà, le safer barrier des S-Porsche, l'entrée des S-Porsche là. Magnifique. Est-ce qu'on en a d'autres? Voilà, donc là c'est sur un ovale. Safer barrier. Safer barrier. Safer barrier. Ah, on l'a déjà vu. Safer barrier. C'est où ça? Dover. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si les ricains savaient pas ce que c'était qu'un safer barrier, bordel. Ça coûte trop cher pour le circuit de Miami. Alors. Pardon. Ça coûte trop cher pour le circuit de Miami. Alors autant je veux bien que on se dise qu'au Paul Ricard on n'a pas trop plein de thunes machin pour améliorer autant là quand même on a fait sortir un circuit de terre autour d'un putain de stadium hein. J'ai bien compris que c'était de l'humour mais j'adore. Ils ont pas voulu aller ils se sont dit en vrai on commence à être ric-rac sur les finances les bros, ça commence à être un petit peu chaud. Mais bon, voilà. Après, on n'a pas toutes les infos, bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Donc voilà, les safer barriers, effectivement, pour moi, dans ce virage 13, 14, 15 même, à la limite, oui, il faut un safer barrier. Ça me paraît tellement obligatoire que... Je comprends même pas pourquoi ils l'ont pas fait quoi en fait. C'est aussi simple que ça. Vraiment. Anyway. Ok. Je voulais aborder un dernier sujet avec vous mesdames, messieurs. Notamment toujours sur le circuit de Miami. Hein. Parce que ça a fait quand même parler pas mal, j'ai l'impression. Sur les réseaux sociaux. Alors bon, moi j'étais à Pau donc du coup j'ai pas tout suivi pendant ce Grand Prix. Frère, j'ai vu un nombre de personnes apparemment connues qui sont passées sur les Insta des écuristes et on va parler un petit peu du bilan de l'événement, un petit peu du bilan. Est-ce que, alors, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire qu'il y a eu trop de hype autour de Miami. Le truc, ce que je vous disais dans le Fast 5, c'est que
on l'a tellement survendu que moi je voyais le truc venir, mais j'en avais plus rien à faire. Mais j'en avais plus rien à foutre. Mais vraiment, j'avais zéro hype sur le Grand Prix de Miami, les gars. Miami, j'y suis jamais allé. J'aimerais bien y aller pour le kiff, tu vois, en vrai. En fait le truc, alors, il y a comment ils en ont fait des caisses et des caisses pour faire monter la hype, et comment toi, tu l'as reçu. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est deux choses différentes, parce que ils ont fait monter la sauce comme jamais. Énormément de hype. Et en fait, si t'y crois, bon bah forcément, bah t'es plus ou moins déçu, ça dépend de qui, tu vois. Et si tu, entre guillemets, n'achètes pas cette hype, grosso modo, si t'es là, oui, bah là, bien sûr que tu fais trop de hype. Et en fait, osef, quoi. Osef. Euh, du coup, c'est pour ça que moi, j'étais moins déçu, je pense, que beaucoup d'entre vous. Et j'ai vu dans les commentaires du Fast Five, grosso modo, tout le monde a trouvé cette course giga chiante. Là où je l'ai trouvé quand même un peu plus intéressante qu'Imola, la Real m'a pas spécialement choqué. Après, j'étais crevé, hein, mais la Real me paraissait pas spécialement trop à la rue. Elle est ce qu'elle est, la Real de la F1, hein, qu'on soit d'accord. Mais ça m'a pas plus que ça, tu vois. Comparé à Imola, et ça me fait mal de dire ça parce que j'adore Imola en tant que circuit, mais comparé à Imola en termes de course, je suis désolé, mais Miami c'était quand même un petit peu au-dessus, quoi. Euh, Après, effectivement, j'en attendais tellement rien. Puis il y a le facteur Grosjean aussi, absolument. Moi, j'en attendais tellement rien, les gars. Mais j'en attendais mais tellement rien que ce qu'on a eu, j'ai trouvé ça honnête. C'était clairement pas la meilleure course, très loin de là. Mais c'était pas non plus la pire course. Honnêtement, c'était pas non plus la pire course. Il y a plein d'autres courses où on s'est endormi devant, hein. Donc voilà, exactement, il y a eu 45 dépassements. Je crois que c'est la deuxième course avec le plus de dépassements cette année. Enfin, alors où sont passés les dépassements? C'est une vraie question, hein, qu'on soit bien d'accord. On est d'accord. Mais ouais, là pour l'instant, c'était pas ouf, mais donc voilà. En vrai, je pense qu'il y a le facteur Grosjean aussi. Parce que sans Romain Grosjean, avec un Jacques Villeneuve, je pense qu'on se fait chier. Sur Romain Grosjean, il a lâché des infos dans tous les sens et t'es là, tu fais putain, oh ouais, trop cool, machin, truc et tout. Et donc du coup, t'es à fond dedans, quoi. C'est juste, t'écoutes parler et t'attends que ça se passe, quoi. Donc sur les 45, Ocon 10, c'est vrai. Le groupe WhatsApp, absolument. Il s'y fout encore dans le groupe WhatsApp des pilotes de F1, lui. Donc du coup, en fait, finalement, c'était. Moi, j'ai plutôt kiffé au final, tu vois. J'ai pas. Enfin, j'ai kiffé bizarrement, tu vois. Genre, c'était vraiment, genre, peut-être une séance d'essai libre plus avec Romain Grosjean qui commente et qui donne des giga infos que. T'es là, tu fais. Putain, mais c'est trop cool. Donc, voilà. On sait qui est le fameux pilote allemand. Bah, a priori, je pense que c'est Sébastien Vettel, hein, je dirais. Mais enfin bref. Donc du coup, il y avait ça. Dans l'ensemble, les gars, comment merci beaucoup merci pour le sub, je vais y arriver. Et hello Melville. Comment je sais pas comment formuler ça, mais est-ce que vous avez fait partie de cette contrairement à moi, est-ce que vous avez fait partie de cette hype où vous en attendiez quelque chose, tu vois, et que vous avez été déçu en vraiment genre en mode genre il y a un peu de hype, genre je vous dis pas qu'il y a une hype de ouf, mais où finalement où vous étiez en mode ouais, genre non pas j'attends ça comme l'événement de l'année, comme le Super Bowl de l'année, parce qu'il faut pas non plus abuser, hein, putain. Mais plus en mode j'ai un peu hâte de ce nouveau Grand Prix, quoi, comme un nouveau Grand Prix si vous préférez, tu vois. Oui, j'attendais quelque chose et j'ai été déçu. Ok, j'ai été déçu. Est-ce que vous pensez que vous avez eu une attente trop grande par rapport à ce que il pouvait se passer? Franchement déçu.
Ok. J'ai raté la course de NASCAR pour ce GP. Ouh, aïe aïe. Les Américains m'énervent à survendre les choses. Déçu, déçu. Je m'attendais à rien, mais je me disais que peut-être sur un coup de chance ça pourrait être bien. Ok. Donc il y avait quand même de l'optimisme chez vous, quoi. Moi je m'attendais à rien. Déçu, oui. Ok. Je m'attendais à rien, mais j'étais quand même déçu. Nouveau circuit urbain, je pensais que ça allait être incroyable. Ok. Perso, j'y croyais pas. Peu d'attente, mais et pas de déception. Ok. Ouais, donc en vrai, dans l'ensemble, vous avez été quand même optimiste, on va dire. Vous étiez optimiste, quoi. Vous étiez là, bon, ok, Miami, machin, ok, le circuit, bon, voilà. Pourquoi pas, on attend un truc un petit peu sympa, quoi. Grosso modo, ok. Déçu au vu du tracé, hyper intéressant. Ok. Pas déçu, c'était un GP classique. Ok. Oui, optimisme, mais déçu. Ok, ok. Miami, the parking race. Oui, aïe, 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 aïe. C'était un nouveau circuit, c'était de la découverte. Ouais, c'est ça, c'était le petit kiff, l'optimisme, de la découverte, de la curiosité, etc. quoi, en fait. Ok, ok. Parce que j'ai absolument pas eu ça, moi. J'ai vraiment, ok, mais vraiment intéressant. J'ai été déçu, mais sans rancune. C'était une première fois, donc je reste indulgent. Ok. Déçu car je savais que j'allais être déçu. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ok. En vrai, il y avait du bon et du mauvais. Pas déçu que j'attendais parce que j'attendais rien vraiment exceptionnel. Ok. Ok, ok. Non, mais parce que en vrai, je vous le dis sur cette question de hype. En fait, alors je sais pas pourquoi ni comment, mais peut-être parce que je suis un boomer de 30 ans. Parce que aussi j'ai fait des études de marketing et que bon, je les vois arriver avec leurs énormes sabots, les ricains, avec leur marketing à la con, à outrance, etc. On va faire ceci, on va faire cela, machin, et la meilleure course de l'année, le Super Bowl de la F1 et tout. Je veux dire, si tu réfléchis 2 secondes, t'es là, tu fais. Waouh, aïe aïe aïe. Donc en fait, moi, à aucun moment ça m'a chauffé. En fait, le Grand Prix de Miami, j'étais curieux. Mais à aucun moment, en fait, ça m'a choqué. Et à aucun moment, ça m'a chauffé. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Typiquement, la fausse Marina. Rien à foutre. Mais je n'avais rien à foutre. Je suis désolé de vous dire ça. Ça a fait rigoler apparemment tout le monde. Tout le monde en a joué. Regardez, je marche sur l'eau, je m'appelle Jésus. J'ai envie de dire. Alors, un, c'est pas drôle. Deux, c'est vraiment. C'est ça ta vanne, quoi. On peut relever un peu le niveau là. Donc oui, la fausse marina pour exposer des yachts, bah, très bien, ouais, pas de en vrai, je m'en bats les couilles, gros. Ouais, bah, tant mieux, tu vois. Genre, en vrai, pas de souci. Mais vraiment, genre, en vrai, enfin, quand on m'a dit il y a une marina et c'est une fausse marina avec des yachts dessus. Ok, ouais, ok, 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 pas de souci, gros. Genre, mais t'as eu de la vanne dans tous les sens, machin. Euh, le... Alors, on a vu toutes les hospitalités qu'il y avait, machin, etc. J'étais acheté. Aïe, aïe, aïe. Bon, très bien. Mais c'est. La fausse Marina, c'était une honte, faut se le dire. Ah ouais. Ah, mais vous, ça vous touche? Enfin, vraie question, ça vous impacte tant que ça, en fait, ça vous impacte tant que ça, la Marina? Parce que. Enfin, honnêtement, mais. Je, je l'aurais vu, j'aurais fait un tour dessus, j'aurais rigolé, ok, super. Enfin. Oui, bien sûr, oui, c'est ridicule. En fait, j'en ai. Encore, je crois que j'ai pas d'avis dessus. En fait, j'ai du mal à avoir un avis sur cette marina en carton là. En fait, j'en ai absolument rien à foutre. Je trouve même pas ça honteux. Faites ce que vous voulez. Ça ne m'intéresse pas en fait. C'est. Ça ne me touche absolument pas. Qu'ils le fassent en vrai. Le pire, c'est que je comprends pourquoi ils l'ont fait, tu vois. Je me dis, bien sûr, il y a peut-être un promoteur de bateaux, de yachts, etc., qui voulait vendre ses bateaux, etc., et que le meilleur moyen de faire ça, bon, bah, c'est de faire une fausse marina avec une espèce de caisson, machin. Très bien! Mais qu'il fasse son truc, le gars! Qu'on le laisse tranquille! Qu'on le laisse tranquille. S'il a envie de servir des coupes de champagne sur un yacht qui est garé en fait sur une remorque camouflée par une espèce de marina en carton pâte là,
Mais qu'il le fasse! Qu'il le fasse, les gars! La Marina, c'est un doigt à Monaco. Monaco s'en bat les steaks, à mon avis, de ça. Mais vraiment, j'en avais rien à cirer. Mais la Marina... Donc bon, vous avez ça. Bon, très bien. Le Hard Rock Stadium. Alors, le podium en lui-même, là, l'endroit où il y a le podium, bon, la scène était... on va le reconnaître, la scène était cool. C'était too much, mais je trouve que c'était cool, tu vois. Mais la scène, là, en fait, ça avait quand même un peu de gueule, tu vois. Après, ceci dit... Ce que j'aimais bien avec la F1 sur l'année dernière et les années précédentes, c'est qu'on déplaçait le même podium à chaque fois et que, vous savez, c'était le podium avec les arches grises sur le côté où il y avait toutes les signatures de tous les champions du monde. Je trouvais ça vachement stylé. Tu vois, ça apportait un cachet et du coup, si tu veux, ça apportait une certaine homogénéité dans tout le sur tous les grands prix de Formule 1, tu vois, quitte à ce que la scène en elle-même, le gros de la scène change, pas de souci. Mais d'avoir toujours cette espèce de d'arche avec justement les signatures des pilotes champions du monde, je trouvais ça très très cool. Là, au final, le podium ressemblait à un giga F de la F1, tu sais, genre qui partait comme ça, du centre comme ça, où tu fais, ouais, ils ont repris le... Enfin, en fait, il n'y a aucune authenticité sur ce podium et c'est dommage, c'est très moderne, mais c'est absolument insipide. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, tu fais ok, ouais, bon, c'est dans l'univers de Miami, mais ça a absolument pas de charme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu finiras jamais avant 14h. Si, vous inquiétez pas. Tu vois vous voyez ce que je veux dire? En fait, le podium était grandiose, mais en même temps, ouais, sans charme, en fait. Sans ce petit truc où tu te dis, ouais, ça c'est stylé, ouais. Tu vois? Je sais pas ce qu'il aurait manqué, hein, mais les rubans c'était trop. Alors, les rubans c'est bon. Après, tu me diras, les rubans c'est là où vraiment les gars ont envie de se mesurer enfin voilà. Dans le sens où sur les autres grands prix, c'est des petites paillettes qui font cette longueur là. Là, faut que les rubans fassent 14 mètres de long, quoi. Genre vraiment. Donc t'es là, donc vraiment c'est juste un concours, quoi. D'accord. Mais en fait, la scène en elle-même était stylée. Mais elle manquait de personnalité, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, les télécabines au-dessus, là, bon, je sais pas à quoi ça a servi, j'ai pas fait gaffe. J'ai cru qu'ils avaient lancé du PQ au début. Aïe, 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 aïe. Donc, oui, c'est sûr que les rubans, c'est plus simple à ramasser que les confettis, mon cher Bigoud. Ça, c'est probablement vrai. Mais il y avait des VIP dans les télécabines? Ah, probablement, peut-être. Alors oui, pareil, le coup de... Non mais ouais, les motos... Me lancez pas sur les motos, les gars. Me lancez pas sur les keufs, là, sur la police avec les sirènes et tout. Imblairable. Imblairable de passer dans le stadium et tout. Non mais le chemin... C'est infernal. Là, pour le coup, c'était du mauvais goût, tu vois. C'était du mauvais goût. L'escorte de Max Verstappen... Tellement too much. Mais tellement too much. D'un mauvais goût. C'était Malaise TV, mais c'était ça, hein. En fait, c'était ça. Et alors, j'ai regardé quand même, j'ai essayé de me renseigner un petit peu là-dessus. C'est que même pour des Américains qui ont regardé ça, ils étaient mal à l'aise devant ça. En fait, grosso modo, les gars, c'est comme si cette année au Grand Prix de France, pour X ou Y raison, hein, on sait pas pourquoi, le parc fermé se situe au bout de la voie des stands et le podium de l'autre côté, grosso modo, ok. Et que pour faire remonter les pilotes, les 3 premiers pilotes qui vont monter sur le podium, pour les faire remonter la voie des stands, on les mettait dans une 2 chevaux et qu'on les habillait d'un béret. Là, t'as envie de dire non, bah non, genre non. Et puis la 2 chevaux, faudrait pas qu'elle soit en rouge, enfin tu sais, en nappe rouge cochonou, quoi. Et là tu fais bah là tu fais non, tu vois, genre si c'est ça, alors surtout le Grand Prix de France, prenez pas des notes s'il vous plaît. mais t'as envie de dire non, surtout pas, quoi. En fait, alors par exemple tu vois le coup,
Le coup des casques sur des casques de foot américains, je trouvais ça un peu. En fait, j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé ça dommage parce que quand on était allé à Austin en 2012, première fois que le Grand Prix des États-Unis revenait depuis 2007, quand on était allé à Austin, il y avait les chapeaux Pirelli de cow-boy. Ça, je trouvais ça stylé, tu vois. C'était marier la culture avec la touche de la F1. Là, on a juste en fait pris le casque de foot américain, un sticker, merci, au revoir. Et t'es là, tu fais bah. Non, c'est trop. C'est too much, quoi, en fait. Après qu'on donne à Max Verstappen un casque des Dolphins, oui, bien sûr, avec plaisir, il n'y a pas de souci, tu vois. En Russie, il y avait la Chapka. Et typiquement, tu vois, au Paul Ricard, si on a des Bob Paul Ricard ou des Bob Pirelli là pour les 3 premiers, enfin, tu vois, là, t'es dans la culture de l'endroit, enfin, tu vois ce que je veux dire. T'es pas avec un béret, quoi. T'es pas dans le cliché. En fait, c'est ça le problème. En fait, c'est la différence entre la la beaufitude et se resservir de quelque chose et de transformer ça, quoi. Mais bon, enfin bon. Au niveau des, alors, il s'est passé quoi avec Martin Brundle là, qu'on avance un peu sur sur la grille là. Il paraît que c'était nimp. Là, faudrait que vous me débriefiez sur ce qui s'est passé là-dessus. Ça m'a pas choqué les cases de football. Ok, ok. Il a confondu un basketteur avec Patrick Mahomes. Alors, je sais pas qui c'est, Patrick Mahomes. Mahomes. On remplace le champagne par du pastis au Paul Ricard. Alors, il y en a qui aiment pas le Ricard, hein. Ou le pastis en tout cas. C'est un stade de foot américain. Donc en France, c'est un gorille. Ah oui, bah oui, en France, le trophée, c'est Richard Orlinski qui l'a fait. J'ai toujours pas compris pourquoi, mais bon, en vrai, why not? Au moins, bon, pas certain du choix du gorille, mais why not? Why not? Bon, c'est compliqué de défendre ça. Bah, c'est un quarterback des Chiefs. Ok. Un des meilleurs quarterbacks. Ok. Un basketteur avec un quarterback. Bah, c'est comme si un Américain confondait un joueur de football avec un joueur de basket. Avec un. Attends, je réfléchis. On a quoi comme sport en France ou en Europe? Ouais, c'est comme. Si, c'est comme si un Américain il confondait Ronaldo et Federer par exemple. Tu vois, typiquement. C'est pas du tout la même chose, quoi. Tu sais, genre grosso modo, c'est ça. Ok. Ok, donc trop de célébrités sur la grille. Vous l'avez vécu comment ça? Moi, là pour le coup, votre ressenti, il m'intéresse. Confondre Zidane et Chabal. Ouais. Euh, parce que insupportable, ok. Trop. Voss n'excuse pas un retour de. Ah oui, hein. Paris Hilton qui force, ça m'a tué. Sachant que Paris Hilton, c'est pas la première fois qu'elle vient sur un Grand Prix, hein. Je crois qu'elle est venue déjà pas mal de fois sur des Grands Prix. Beaucoup trop cool. Osef. Effet visite de musée, ok. Mal comme tout le reste, ok. Étouffant, intéressant. Il y avait MJ, donc j'étais aux anges. MJ, Michael Jackson. Trop de célébrités, ça tue la chose par contre, ok. Ça dure 5 minutes, donc Osef des célébrités. Il y avait tellement de célébrités, plus qu'à Monaco, oui, alors ça très clairement j'ai l'impression. Long et kitsch, ok. Balek. La F1 est un sport bing casse-coupe. Alors, oui. Vraiment ni chaud ni froid. Jordan, Paris Hilton gonflante. Ok. MJ, Michael Jordan, merci. My bad, les potes. Non, mais je vous ai dit, moi je suis un boomer, hein. Déçu qu'on n'ait pas interviewé Paris Hilton sur la qualité de la piste. Trop de stars pour peu de passionnés. Ok. J'ai pas suivi la hype autour juste le GP et j'ai trouvé ça ok. Pourquoi tu ne suis plus la NASCAR et n'en parles plus? Et n'en parle pas plus.
Pas le temps. Pas le temps. C'est l'autre Michael, c'est pas Jackson. C'est plus avant le départ, toutes les stars à côté des voitures et des ingénieurs, ils devaient péter un câble, non. Je sais pas du tout. Mais une nouvelle génération, des fans étranges, ok. C'était, hype, c'était hyper gênant les célébrités, elles savaient pas pourquoi elles étaient là. Ok. Les stars, c'était pas les pilotes, alors que ça devrait l'être. Ouais. Ça faisait trop bling bling alors que le cadre est nul contrairement à Monaco. Ok. Sur la F1 TV, ils n'ont pas trop montré les stars pendant la course. Ok. Oui, d'ailleurs, pendant la course, le nombre de fois qu'on a eu des plans sur la foule en délire et puis sur les stars dans les box avec le casque sur les oreilles en train de regarder ce qui se passe, t'as envie de te dire, putain, c'est difficile quoi. Mais ok. Parce que en fait, j'ai pas regardé la grille, du coup, c'est pour ça que je vous pose la question. Euh, en vrai, tu vois, genre, moi j'ai toujours cette question-là à adresser aux fervents défenseurs en disant ah c'est pas des passionnés machin etc. Et très bien, ok, c'est peut-être un tel ou un tel. Alors je parle pas ici dans le cas des stars, hein, je parle d'un point de vue très très général, très général. Euh, Quand vous dites, je sais pas moi, machin, c'est pas un passionné, ou toi, t'es pas un vrai passionné, machin. Ok, mais comment on devient passionné en fait? Faut bien commencer quelque part, tu vois. C'est ça que je me dis. Du coup, comment on commence quelque part? Comment on s'intéresse au sujet? La curiosité, elle kick pas comme ça en fait. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Si, y a plein de gens qui ont repris goût à la F1 parce que pour X, Y raison, pour Netflix, pour les vidéos des créateurs de contenu sur Internet, pour peut-être Canal directement, peut-être par rapport à Twitch, par rapport à plein de trucs, tu vois. Et en fait, enfin, je veux dire, il n'y a pas un diplôme, il n'y a pas une étape où tu dis je suis plus passionné que toi. Enfin, en fait, ça n'a pas de sens de dire je suis plus passionné que toi. En fait, c'est ça le problème. Et, et du coup, en fait, c'est toujours ma question et je me dis, c'est, c'est dommage de penser comme ça et de dire, bah eux, c'est pas des passionnés. Bah, ok, bah ouais, alors en fait, peut-être qu'ils vont le devenir, tu sais pas. Alors après, effectivement, quand t'as, c'était DJ Khaled, je crois, chez McLaren, qui dit, j'ai toujours voulu venir sur. J'ai toujours. I always wanted to come to F1 ou un truc comme ça. Et t'es là, tu fais. Oula. Oula, alors lui, il sait pas ce qu'il fait là, lui. Très clairement, il a vu de la lumière, il est rentré, quoi. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que effectivement. Et je pense sincèrement que. Enfin, je comprends en fait. C'est qu'il y a une. Je pense qu'on a chez nous, moi compris, hein, une sorte un peu de jalousie en se disant il y a des gens qui y vont et qui en ont absolument rien à faire. Entre guillemets, tu vois. Je pense que ça vient de là aussi, hein. Je pense qu'on nourrit forcément de la jalousie parce que nous on met la F1 sur un tel piédestal, la grille, les équipes, les pilotes, les mécanos, le circuit, etc. Et rien que se dire que déjà d'aller en tribune pour voir un Grand Prix c'est exceptionnel, se dire qu'en plus il y a des gens qui ont la chance de faire ce qu'on rêverait de faire. Et bah du coup ça nous met mal. Là c'est très psychologique si tu vois le délire, tu vois, mais genre, en fait c'est j'essaie. En fait moi ça me fait juste c'est pas que ça me fait rire, ça me fait tu vois, je me dis ouais, ouais là, enfin en fait c'est malaisant, tu vois. Genre typiquement comment ça s'appelle DJ Khaled là, ouais, j'ai toujours voulu venir sur un Grand Prix de Formule 1 et tout. T'as envie de lui dire, frère, non, dis pas ça, tu vois. C'est malaisant. C'est malaisant, en gros, t'es blindé à millions. Tu peux venir sur un Grand Prix quand tu veux. La F1 t'ouvrira grand les portes. Enfin là, et puis là, c'est juste, ah ouais, là, j'ai tellement envie de venir, je suis venu, quoi. Et t'es là, ouais, bon. Donc en fait, genre. En fait, je pense qu'il y a une telle volonté de mettre en avant les stars qui sont là que c'est ça qui devient malaisant et
C'est ça qui nous énerve plus que la jalousie de pas être à leur place, tu vois ce que je veux dire? Parce que, en vrai, un George Lucas, il vient au Grand Prix de Formule 1 depuis un bout de temps, quoi. Il vient sur les Grands Prix depuis, mais je sais pas combien de Grands Prix il a fait, le garçon là. C'est ce que je vous disais, mais il reste dans son coin, chez Mercedes, mange les petits fours, tranquille. Mais il s'en fout, tu vois. Mais après, j'ai découvert un nombre de célébrités, entre guillemets. J'étais là, voilà. Et le pire, c'est que George Lucas, ça doit être un giga passionné. Un jour, si je le rencontre, je lui parlerai pas de Star Wars, je lui parlerai de Formule 1. Ah, ce serait rigolo, ça. Mais, mais bon, voilà. Après, effectivement, tu vois, on a toujours. Je pense que dans l'ensemble, moi, j'ai toujours apprécié de voir des célébrités sur une grille de départ, d'une manière ou d'une autre. Mais de les voir faire des happenings à la James Corden, je crois, c'est ça? Avec Lando Norris et Daniel Ricciardo. T'es là, non, non, mais non, arrêtez, quoi. Arrêtez, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est mal. En fait, ça tranche tellement. Et alors, ça arrive à ma dernière question. Après, on passera à Mercedes, les gars. Ah non, quoique j'ai encore 2-3 questions. En fait, alors on peut trouver ça drôle, mais ça va arriver juste après. En vrai, ma vraie question, c'est du coup avec ce Grand Prix de Las Vegas, juste sur la partie vraiment médiatique. Je parle pas du Grand Prix, je parle pas de la course, je parle pas du sport. Je parle vraiment d'un point de vue médiatique. Comment vous dire à qui s'adresse la Formule 1 en faisant ce qu'elle a fait d'un point de vue médiatique? C'est qui l'audience en fait qui regarde ça? C'est qui l'audience qui va apprécier ce alors, je vais pas appeler ça un spectacle, mais cette manière de alors promouvoir, je sais pas si c'est le bon terme, les fans de Netflix. Mais moi je pense pas du tout, les gars. Mais bah, justement, moi je pense qu'on fait fausse route avec Netflix. Moi je vous le dis depuis le début, hein, que c'est pas. Les fans de Netflix, je suis pas certain qu'ils soient là pour ça. Moi je pense pas. Même les novices en règle générale. Tu vois? Sincèrement, moi je pense. Alors, pas les puristes, ça je pense que c'est sûr. Ça, je pense qu'on est d'accord. Même si, moi ça m'a toujours fait plaisir de voir une ou deux petites stars, enfin, petites ou grosses, ça dépend, à Monaco ou sur un ou deux circuits, etc. En te disant, ah, stylé, machin, etc. Tu vois. Mais en fait, alors je parle vraiment de la F1. Je parle pas forcément. Toi qui suis tel influenceur qui va aller au Grand Prix de Formule 1 alors que tu connais absolument rien et que tu sais même pas ce que c'est que la Formule 1. Je parle pas d'eux. Je parle pas de cette audience-là. Je parle vraiment de la F1, de faire tout ce brassage d'influenceurs, de stars, etc. En voulant montrer ça, parce que elle pourrait très bien, la F1 pourrait très bien inviter X centaines d'influenceurs qui ont tous ou toutes comment ça s'appelle, des audiences diverses et variées, etc. Et l'influenceur fera très bien le boulot en disant, ah bah voilà, je suis au Grand Prix de Formule 1. Voilà, tac, le petit selfie devant la Williams qui va bien, ou de n'importe quelle voiture d'ailleurs. En fait, moi ma question c'est quoi, d'un point de vue marketing, ce que fait la F1 en montrant qu'elle elle invite des influenceurs, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. C'est le retour du pro Williams à coup dur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense pas que ça plaise spécialement aux fans de Netflix. Je pense que les fans de Netflix, justement, sont à fond sur les histoires entre les pilotes, machin et tout. C'est-à-dire que voir les sœurs Williams, voir Michael Douglas, voir je sais pas qui, David Beckham et compagnie. Mais les fans de Netflix, je suis sûr qu'ils en ont rien à foutre. Enfin, concrètement, tu vois. Toucher plus de sponsors par la visibilité. Dire que c'est the place to be, peut-être? C'est ça? Les gars, je sais pas, vraiment je pose la question.
J'ai pas la réponse, hein. Alors, le marketing en général, c'est ça. Alors, le marketing, c'est beaucoup plus complexe que ça, pour le coup. Mais c'est. C'est. Ouais, La F1, ça devient Disney full fan service. Ok, ouais, ouais, ouais. C'est de choper les influencés des influenceurs. Vous êtes des influencés de moi, du coup. Je vous influence. Qu'est-ce que je déteste ce mot, putain. Mais honnêtement, je sais pas à qui s'adresser ce GP parce que j'ai l'impression que tout le monde a trouvé que c'était juste trop. Alors d'où ma question. Parce que vraiment, moi je vous le dis, avec tout le brassage qu'il y a, et je trouve que c'est vachement bien dit au final, c'est est-ce qu'avec tout ce brassage qu'il y a tellement de brassage qu'en fait on reconnaît plus rien, quoi. C'est exactement comme dresser une assiette, tu sais, quand t'as fait Top Chef, et que en dressant l'assiette, tu compartimentes les choses, machin, etc. Et qu'au final, tu prends tout ça, tu le brasses, et tu fais un pâté et tu donnes. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que à force de trop faire... Tu vois, moi, dans mon esprit, tu vois, je me dis qu'à inviter 3-4 célébrités un peu triées sur le volet, que tu vois une ou deux fois dans le week-end, qui ont un vrai impact... Parce que, au final, entre toutes les célébrités qu'il y avait, déjà, tu retiens plus qui y avait. Et de deux, bah... En fait, tu dilues de ouf, finalement, la portée de ces célébrités et la portée que tu peux en retenir. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu me dis, tu fais venir Michelle Obama, David Beckham, George Lucas, et allez, 2 influenceuses ou influenceurs jeunes, tu sais, genre Instagram, machin, etc. Tu fais venir ces 5-là. Je suis persuadé que ça a beaucoup plus de cachet et que ça a beaucoup plus d'impact que de faire venir absolument tout le monde. Et où tu sais pas qui était là, enfin, en te disant, ah ouais, il y avait absolument tout le monde, et en fait, tu vas retenir personne, tu vois. Je pense. Mais est-ce que c'est pertinent d'en parler? Moi, je trouve ça intéressant d'en parler. Moi, je trouve ça intéressant d'en parler, justement, au contraire. Ou Michael Jordan, oui, tu vois, typiquement, j'ai complètement zappé qu'il y avait Michael Jordan qui était venu. Genre, ou même Tom Brady. Donc, vous voyez le délire? Moi, vraiment, je trouve ça vraiment assez intéressant. Pour terminer là-dessus, rapidement. Est-ce que finalement, ce premier Grand Prix de Miami, on l'a pas défini aussi comme ça? Est-ce que c'est pas Miami? Est-ce que c'est pas ce qu'on a vu, tu vois, tout simplement? Est-ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs? Est-ce que c'est pas le reflet finalement de l'endroit où on se trouve? Est-ce que Miami, c'est pas juste ça, quoi? Genre des stars de partout, à plus savoir qui est là, un circuit bleu avec des bandes bleues, machin, dans tous les sens. Avec de la chaleur, des palmiers, de la verdure, parfois un petit peu de pluie, etc. Enfin, tu vois. Est-ce que c'est pas ça finalement? Est-ce que l'esprit du Grand Prix de Miami, c'est pas ça? Et du coup, je me dis bon bah ok, c'est là. Pas grave, c'est comme ça, hein. Voilà, mais les billets moins chers étaient à combien? Aucune idée, mais hors de notre portée, je pense. Donc ouais, en vrai, je sais pas. Peut-être que le Grand Prix de Miami, c'est tout simplement tout ce qu'on vient de se dire, que c'est comme ça. Grand Prix de Miami qui a fait 2 millions, je crois, en termes d'audience aux États-Unis, 2 millions de spectateurs, ce qui est à peu près l'équivalent. Je crois que c'était l'équivalent de ce qu'a fait la NASCAR, il me semble, sachant que la NASCAR s'est marché dessus avec le Grand Prix de Miami. Voilà, c'est même pas. En fait, tu sais, c'est du carton-pâte, quoi. C'est du décor hollywoodien un peu Miami, et je trouve ça dommage. Mais peut-être que c'est la ville qui est comme ça. J'ai jamais été, et en fait,
Peut-être un jour j'irai, je sais pas. Mais c'est peu, 2 millions. Ah bah, je me rends pas compte. Oui, alors par rapport à l'entièreté des citoyens américains, enfin des habitants aux États-Unis, oui, ça fait très peu, oui. Mais, mais ouais. Et est-ce que vraiment on arrive à amener tant d'audience que ça avec un Grand Prix qui a été, somme toute, bof? En vrai, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il faut des Grands Prix un peu comme ça, mais à ce point-là, je sais pas. Vraiment, oh, c'est compliqué là. C'est compliqué. Non, non, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Ah, ce serait pas pour le tourisme. Ah bah si, c'est de ouf pour le tourisme. Donc, un GP n'était pas bof. Regarder des F1 rouler doit être déjà un événement en soi. Ouais, mais on vient quand même pour voir un peu de spectacle, quoi. Genre, moi, je vous rappelle qu'en 2019, tout le monde était en train de gueuler parce qu'au Grand Prix de France, il n'y a pas eu beaucoup de dépassements. Hein. Mais bon, tout le monde disait que le Paul Ricard, fallait surtout pas qu'il revienne au calendrier. Hein. 2021, on a eu l'une des plus belles courses. 4ème meilleure course, je crois, estimée par les fans en termes de spectacle. Donc, tu vois ce que je veux dire? Non, on peut pas s'arrêter à se dire que regarder des F1 rouler doit être déjà un événement en soi. On partage cet avis tous les deux, ça c'est sûr. C'est un événement en soi. Il faut que ce soit un événement en soi. Mais le GP, autrement, je suis désolé, un petit peu bof quand même. Je me rends pas compte. En fait, il faudrait vraiment qu'on regarde les audiences, etc. pour comprendre ce qui se passe. Mais voilà. Enfin bon. Écoutez. On verra. C'est là normalement pour 10 ans. Ça a signé pour 10 ans. Le Paul Ricard a pris un bashing incroyable par les Anglais. Ah bah ça. C'est pour ça qu'il faut absolument soutenir le Paul Ricard. J'avais dit que je vous ferais gagner des places là. Quand est-ce que je le fais? C'est insupportable. Je suis insupportable là-dessus. Vraiment, je dois vous faire gagner deux fois deux passes 3 jours, je crois, il me semble. En chicane ou quelque part comme ça. Faudra que je le fasse. En France, 1,32 million pour le Grand Prix de Bahreïn. Bah oui. Non mais je sais bien, mais tout le monde est là, ouais, machin, le marché américain, ceci, cela. Ouais. En fait, je pense que c'était un bon événement sur place. À la télé, bah, ça a été plus complexe, quoi. Mais enfin bon, nous on est évidemment. Alors moi je dis nous, parce que enfin étant un vieux de la vieille des Grands Prix de Formule 1 depuis je sais pas combien d'années. Bon, je sais pas si je m'estime puriste, mais je sais pas comment je m'estime fan très aguerri en tout cas, qui ne loupe pas une seule séance quasiment, sauf quand il roule la peau. Mais ouais, je sais pas, ça me... J'ai plus de questions maintenant après vous avoir parlé qu'avant, hein, donc du coup vous m'avez foutu dans la merde. Bref, je vous propose de passer à la suite. Est-ce qu'on passerait pas à la suite, mesdames, messieurs? T'as l'air puriste avec des tendances progressistes. Ah là là. Aguerri si tu préfères. Bah ouais, mais... Moi je suis pour faire venir les nouveaux et tout, mais faut pas faire nimp avec les nouveaux, quoi. Genre faut... Boomer, aïe, coup dur. Faut pas faire nimp avec les nouveaux, quoi. Faut les prendre par la main, leur faire des câlins, leur dire que ça va être cool. Enfin, faut pas leur dire, tiens, regarde, il y aura Beyoncé, quoi. Genre, bah non. Donc, bon. On verra. Bon, on passe à la suite. On passe à la suite. Mesdames et messieurs, on va parler de Mercedes aujourd'hui. Alors Mercedes, forcément, début de saison complexe. Début de saison complexe chez Mercedes. Il y a eu du mieux le vendredi
Et il y a eu du moins bien le samedi et le dimanche. Mercedes. Alors, premièrement, la livrée est plutôt jolie. Je trouve ça assez stylé. Hein. Le petit mélange là, je trouvais ça assez stylé. Je trouvais ça, on va être honnête, je trouvais ça assez stylé. Donc Mercedes a amené, ils ont amené un nouvel aileron avant et un nouvel aileron arrière sur ce Grand Prix de Miami, qui était censé être quand même des grosses upgrades, on va dire, depuis le début de la saison. Sachez que cet aileron arrière que vous avez sous les yeux, c'est donc l'aileron arrière low drag, donc l'aileron arrière pour les circuits rapides, qui devait d'ailleurs faire son apparition pour Jeddah, mais ils ont eu des problèmes de production. Donc du coup cet aileron a été retardé et c'est pour ça qu'à Jeddah on les a vus couper à la disqueuse le flap supérieur de l'aileron arrière sur leur voiture. Et t'es là, tu fais bah ok, pas cool. Donc du coup on a cet aileron arrière qui d'ailleurs se différencie par rapport aux autres sur le fait qu'il soit vraiment très rectiligne en son centre, hein, assez simple finalement. Je pense que cet aileron arrière on va le revoir notamment peut-être pour j'allais dire peut-être pour Monza, mais je suis pas certain parce qu'il me paraît pas si plat que ça. Peut-être qu'il y aura une autre spécification d'aileron arrière pour Monza, peut-être à Spa par exemple. Ça enfin voilà, donc avec le bec de cygne, tout ce qu'il faut, machin, etc. Donc ça c'est l'aileron arrière, mais surtout la grosse nouveauté c'était l'aileron avant et cette énorme découpe qu'on a justement avec le flap supérieur qui redescend et qui plonge vers l'avant pour s'attacher au plan vertical de l'aileron avant. Sachez que tous les flaps doivent être attachés justement au plan vertical de l'aileron avant. C'est juste qu'au lieu de le mettre à l'arrière, on le met le plus en avant possible. Et du coup, en fait, ils ont essayé de créer une espèce de petite encoche un peu ronde pour éviter, en fait, pour essayer de faire un petit peu de ce qu'on appelle l'outwash. Alors, je vous l'ai expliqué 15 milliards de fois, l'outwash. On a vu ça arriver pas mal sur les ailerons avant, 2019, je crois, et c'était Alfa Romeo qui avait un petit peu amené ça. Justement avec un aileron avant qui redescendait beaucoup sur le côté et où finalement ça s'ouvrait un petit peu pour faire passer le flux d'air sur le côté de l'extérieur du pneu pour essayer justement de dégager tout cet air sur l'extérieur et que ça vienne pas perturber justement le reste des appendices et de la carrosserie notamment à l'entrée des bargeboards anciennement, etc. Là le but du jeu c'est un petit peu la même chose. En fait le problème qu'ils ont chez Mercedes c'est qu'ils ont du porpoising, donc des rebonds, et que grosso modo ils ont des rebonds très tôt. Ça veut dire que la voiture s'appuie et génère des rebonds à plus faible vitesse que d'autres écuries. Par exemple McLaren a très peu de rebonds, donc peut-être qu'ils ont des rebonds à 3. C'est une estimation, c'est pour l'exemple. Hein. Peut-être que McLaren a des rebonds à 340 km/h, alors que Mercedes va les avoir vers 260 km/h, tu vois, par exemple. C'est-à-dire qu'en fonction de la voiture et en fonction de la manière dont on l'a pensé d'un point de vue aéro, d'un point de vue suspension mécanique, etc., va y avoir des voitures qui vont générer des rebonds plus tôt, entre guillemets, et des voitures qui vont générer des rebonds plus tard. Et donc le but, finalement, ce qu'on a, c'est que grosso modo, alors c'est un énorme raccourci et c'est peut-être pas le cas, grosso modo, la Mercedes pourrait, entre guillemets, générer trop d'appui aérodynamique, si tu préfères. C'est-à-dire qu'elle elle colle trop au sol trop vite. Et donc, du coup, on génère des rebonds assez facilement. Et alors, en fait, du coup, on essaie d'éviter justement ces rebonds en déchargeant, en faisant en sorte que on ait moins d'air qui passe vers l'intérieur entre la roue et la monocoque et le nez de la voiture, les suspensions, etc. On essaie de faire dégager justement un petit peu d'air sur le côté, un petit peu de flux sur le côté, pour décharger toute cette zone-là qui va rentrer finalement sous la voiture, dans le plancher, sous le plancher de la voiture, et donc du coup qui pourrait justement générer ou déclencher des rebonds
en ligne droite. Le gros problème qu'ils ont eu chez Mercedes, et on va parler après, c'est qu'ils ont eu des rebonds dans les virages, pendant tout le virage, et pas juste en entrée. Donc ça commençait à devenir un peu compliqué. Alors, pour un petit peu continuer, donc en FP1, en FP2 à Miami, Russell P1, Hamilton P8, et puis en FP2, donc Russell... Attends, pardon, non, my bad. En FP1 et en FP2 à Miami, Russell P2 en FP1 et P1 en FP2. Hamilton en FP1 P8 et en FP2 P4. Puis on a dégringolé le samedi. En fait, le problème, c'est que ils ont testé leurs améliorations. Ils avaient un super rythme, visiblement, par rapport aux autres en tout cas. Et en fait, le samedi, ils se sont dit, ok, la voiture a l'air de fonctionner. On va abaisser la garde au sol. C'est ce qu'ils essaient de faire depuis le début. En fait, pour que leur voiture fonctionne vraiment très très bien, il faut qu'ils baissent la garde au sol pour que justement elle fonctionne d'un point de vue aérodynamique comme ils l'ont pensé en soufflerie, en CFD, etc. Donc ils se sont dit, bon bah très bien, ça a l'air de fonctionner, on n'a pas de rebond, on a l'air d'être performant, top, on va baisser un peu la garde au sol. Ils baissent la garde au sol, plus rien. Ils sont à la rue totale. Ils ont même des rebonds dans les virages, comme je vous l'ai dit, notamment dans les enchaînements rapides, vous savez, du premier secteur. George Russell disait que en fait là j'avais des rebonds partout. C'est pas juste en ligne droite, pas juste dans les freins, c'est vraiment là partout, pendant que j'étais en train de tourner, jusqu'en sortie de virage. Donc ça c'était un petit peu la merde. Hamilton, lui, a pas vu une différence, il a toujours des gros problèmes de balance de la voiture, justement. Et les ingés, en fait, ont le souci qu'ils n'arrivent pas à ils n'arrivent pas à faire la corrélation entre ce qu'ils voient sur les datas, sur les écrans, la télémétrie, etc., de tout ce que la voiture dit d'un point de vue capteur, etc., et ce que les pilotes ressentent. Et du coup, c'est un petit peu la merde au final, parce que, alors c'est le deuxième plus gros problème qu'on pourrait avoir. Ce serait que, effectivement, le plus gros problème que tu peux avoir en Formule 1, c'est un problème de corrélation entre ce que tu as fait à l'usine, soufflerie, CFD, et la piste. C'est-à-dire que si tu ne retrouves pas les résultats que tu as eu en soufflerie, sur la piste, c'est vraiment la merde. Là, le problème est un peu similaire. Je ne sais pas s'il est moins grave, mais grosso modo, a priori, en simulation, soufflerie, tunnel, la voiture, si on la fait fonctionner correctement, elle est incroyable. Sauf qu'on n'arrive pas à la faire fonctionner dans la réalité. Enfin, en fait, on sait que pour la faire fonctionner dans la réalité, il faudrait qu'elle soit vraiment beaucoup plus basse, etc. Mais ça génère des rebonds. Et en fait, on a du mal à comprendre chez Mercedes d'où sortent ces rebonds. Et en même temps, Hamilton et Russell donnent un ressenti qui ne se fait pas corréler par rapport à ce que fait la voiture sur la piste. Et là, tu te dis, oula. Alors, il y a peut-être... c'est un peu la merde. Donc le concept des zéro sidepods, Mercedes dit ça fonctionne, enfin ça peut très bien fonctionner. Le problème, c'est effectivement donc de faire marcher ce concept des zéro sidepods dans la réalité. Toto Wolff a dit que en fait avec ce concept d'avoir très peu finalement de sidepods entre guillemets, c'est que le plancher est beaucoup plus exposé par rapport aux autres voitures. Je pense notamment à Ferrari, je pense notamment à, dans une moindre mesure, Red Bull, mais plutôt je dirais Alfa Romeo et Williams, McLaren par exemple. Et en fait, ils n'arrivent pas à rentrer dans cette petite fenêtre pour pouvoir exploiter le concept et la voiture comme elle a été pensée. Le concept est donc pas mauvais en soi, tu vois. Bien au contraire, mais il est probablement très redoutable. Je pense que le jour où ils arrivent à faire fonctionner ça, la voiture, la Mercedes, elle peut être giga redoutable. Après, à quel point ils vont réussir à aller chercher plus de performance sur ce concept-là, c'est une autre question. Mais le concept en lui-même, à mon avis, je pense qu'effectivement, si tu le fais fonctionner correctement, il peut être redoutable. Le problème, c'est effectivement la fenêtre d'exploitation pour pouvoir faire fonctionner cette voiture où on n'arrive pas à la faire rentrer dans cette fenêtre justement de performance. Les rebonds arrivent donc plutôt à plus faible vitesse sur la Mercedes que sur les autres. Autant en ligne droite avoir des rebonds, c'est relou, ça fait mal au casque, mais bon, en vrai c'est pas trop gênant. Autant en virage, forcément, tu perds toute l'efficacité de ta voiture et de ton concept. Donc comme je vous disais, alors je sais pas si c'est vrai,
je vous demanderai si jamais il y a des ingénieurs aérodynamiciens dans le chat. Est-ce que on pourrait dire que la Mercedes génère trop d'appui aérodynamique trop tôt? Je pose la question, je sais pas du tout, hein. Mais est-ce que c'est pas le mal est-ce qu'ils ont pas fait trop est-ce qu'ils en ont pas fait too much du coup, tu vois? Donc au final, je pense pas que la conception de la voiture soit la conception et de la voiture est pas mauvaise, mais pour l'exploiter, je pense que t'es pas prêt. Je pense qu'il faut un truc. Je pense qu'il faut autre chose. Donc la vraie question c'est quoi? Alors si j'avais la réponse, du coup je serais pas là en train de vous parler, je serais chez Mercedes en train de résoudre les problèmes, visiblement. En revanche, en fait, factuellement, la voiture est tellement sensible qu'elle fonctionne sur une piste glissante à Miami le vendredi matin et le vendredi après-midi. Mais alors, qui est verte, qui est dégueu, hein, où t'as pas d'adhérence. Mais alors, dès que la piste se gomme et s'améliore, la voiture fonctionne plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'es là, tu fais scheisse, mince. Alors, pour terminer un petit peu sur Mercedes, hein, Russell et Hamilton, c'est quand même pas d'étanche, qu'on se le dise. La voiture, elle est pas non plus à l'arrière de la grille, hein, elle est pas catastrophique la voiture, parce que pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Il y a eu un ou deux moments un peu compliqués, que ce soit pour Russell ou Hamilton, mais dans l'ensemble, ça fonctionne pas mal. Ça ramène quand même beaucoup de points à la maison. Elle reste dans la tête du milieu de peloton, je dirais, avec Alfa Romeo et Alpine. Et ça se bataille peut-être avec AlphaTauri et les Haas. C'est un peu compliqué. Donc du coup, c'est quand ils vont la faire fonctionner, s'ils arrivent à la faire fonctionner. Oh, j'espère qu'ils vont pas mettre une seconde à tout le monde, hein. Parce que s'ils arrivent à débloquer le potentiel de la voiture, peut-être qu'on peut avoir très mal. Après, ça se trouve, ils vont débloquer le potentiel de la voiture, ils vont s'améliorer de 3 dixièmes. Tu vois, ça, on n'en sait rien. Alors, en vrai, il y a une vraie question qui se pose, je pense. Est-ce que Mercedes n'aurait pas un gros problème de suspension plus que d'aéro? Est-ce que finalement, le problème qu'ils essaient de résoudre via l'aérodynamisme, ils le font par l'aérodynamisme parce qu'ils ne peuvent pas le faire par les suspensions qui ont été très simplifiées cette année d'un point de vue technique, puisque l'année dernière, vous aviez des suspensions, et depuis même plusieurs années, hein, vous savez, quand la Mercedes s'affaissait en ligne droite, et justement, ça provoquait cet effet de décrochage aérodynamique qui faisait en sorte que la voiture aille plus vite en ligne droite. Mais ça on avait sur toutes les voitures, on avait ça, hein. Ça c'est pas neuf. Mais cette année, les suspensions sont beaucoup plus simplifiées, entre guillemets. Le travail de la suspension, la conception de la suspension est vraiment très basique. En plus de ça, on est obligé d'avoir une voiture très rigide pour pouvoir être performant, avoir une assiette neutre parce qu'on veut de l'effet de sol. Et donc, du coup, est-ce que ils sont limités par ce facteur-là en se disant mince, on peut pas jouer sur les éléments plus mécaniques de la voiture pour résoudre les problèmes de rebond. On est obligé de jouer sur de l'aérodynamisme pour pouvoir justement résoudre nos problèmes. Ce qui me fait dire, est-ce que les années précédentes chez Mercedes, 2021, 2020, 2019, etc., est-ce que chez Mercedes, on privilégiait pas d'abord la suspension et ensuite on ajustait l'aéro ensuite, ce qui me paraît assez logique d'une certaine manière, et que cette fois-ci, il faudrait d'abord penser à l'aéro avant de penser aux suspensions? Je sais pas. Encore une fois, je pose la question, j'ai pas la science infuse. Je laisse les ingénieurs et nos potes aérodynamiciens nous éclairer là-dessus avec grand plaisir, comme d'habitude. Mais en tout cas, a priori, je sais pas si le fait d'avoir un zéro sidepods comme ils ont amplifie les rebonds, mais ce qui est sûr, c'est qu'à Barcelone, quand ils avaient encore la version A, on va dire, de leur voiture avec les sidepods, avec les entrées d'air normales, etc., il y avait déjà du rebond à Barcelone. Donc normalement, ils vont pas lâcher le concept des zéro sidepods d'ici demain. Ils devraient amener des améliorations à Barcelone. D'ailleurs, comme Aston Martin, on devrait peut-être voir l'Aston Martin B à Barcelone. Mais encore une fois, il faudra voir. Donc, à voir comment ça va
ça va se passer pour Mercedes. Mais voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ces amis de chez Mercedes. Euh, c'est vraiment, c'est un casse-tête. Je saurais pas. En fait, ce que j'ai hâte, c'est de voir Mercedes résoudre ses problèmes pour comprendre d'où vient le marsouinage, les rebonds, etc. Pour qu'on comprenne justement en fait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et pourquoi. Moi, ça m'intrigue de ouf. Donc voilà. Et premières améliorations de Ferrari, évidemment à Barcelone aussi. Tout le monde va partir du principe qu'à Barcelone, tout le monde va amener des améliorations. Voilà ce que je voulais vous dire sur les Mercedes, les potes. Des questions, j'ai pas trop lu le chat, je suis vraiment désolé. Pourquoi ne pas passer à des suspensions à tirant comme McLaren? C'est une très bonne question. En fait, il n'y a pas tant d'avantages et d'inconvénients. Chaque conception de suspension, que ce soit à poussoir ou à tirant, il y a des avantages, il y a des inconvénients. En fonction du concept de la voiture que tu as, tu vas te dire, ah bah tiens, comme McLaren ou Red Bull a des suspensions à poussoir. Attends, Red Bull, ils ont des suspensions à tirant à l'avant. Non, c'est McLaren. McLaren, c'est sûr. McLaren a des suspensions à tirant à l'avant, hein, si je dis pas de bêtises. Ça dépend. Encore une fois, il y a des avantages, des inconvénients. Avantage, c'est effectivement que tu repositionnes le mécanisme plus bas, donc du coup, tu abaisses le centre de gravité, ce qui peut être un avantage d'un point de vue de la maniabilité de la voiture. En revanche, pour pouvoir accéder à tes réglages de suspension, c'est la galère absolue puisque tout est en dessous. Donc du coup, tu n'accèdes pas par le dessus et c'est un petit peu complexe. Qu'est-ce que tu avais en suspension attirant? D'un point de vue aéro, c'est same. C'est kiff d'un point de vue aéro. Encore une fois, ça va dépendre de ce qu'il y a derrière la suspension au final. Tu vois, si tu as une suspension attirant ou à poussoir à l'avant, ça va dépendre de comment est fait ton chemin flux aéro, on va dire, sur les sidepods, etc. Donc ça va dépendre. Mais voilà. C'est une bonne question. Peut-être. C'est déjà ce week-end Barcelone. Non, c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. Pourquoi spécialement à Barcelone les améliorations? Barcelone est un circuit médium, moyen, j'ai envie de te dire. Il y a beaucoup de virages moyenne vitesse, rapide. Il y a un petit peu de tout à Barcelone. C'est ça qui est bien. Et donc, comme c'est aussi là qu'on fait des tests, on est déjà venu rouler à Barcelone en février. Donc, on a déjà des datas sur le comportement de nos nouvelles voitures. Donc, du coup, on peut préparer des améliorations en ayant une base, si tu préfères. On ne plonge pas dans l'inconnu, grosso modo. Donc, en fait, comme tu es allé à Barcelone, tu as récupéré plein de données, de comportement de la voiture, etc. Et du coup, quand tu vas arriver pour le Grand Prix d'Espagne à Barcelone, tu auras eu de quoi travailler sur quelque chose de concret plutôt que de travailler sur de l'hypothétique, entre guillemets, si tu préfères. Alors que pour Miami, typiquement, on travaille sur de la simulation, de l'hypothétique. On ne sait pas comment ça va vraiment se matérialiser dans la réalité, même si on a des outils qui permettent justement de pouvoir rendre ça le plus proche possible de la réalité. Et donc voilà. Mais du coup, Barcelone, c'est un très très bon endroit pour pouvoir comparer derrière les datas que tu vas récupérer sur tes nouvelles améliorations en te disant que tu as construit sur ce que tu as connu en février. Et donc après le Grand Prix de Barcelone, on se dira ça marche pas. On a fait ceci tout depuis X Grand Prix, on a fait ta. Bam, ça donne ça à Barcelone aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donnait avant? Marge de progression, oui, non, etc. Donc voilà. Excusez-moi, reposez vos questions si jamais je les ai pas vues. N'hésitez pas à reposer les questions, les petits potes. Je vais essayer de naviguer un petit. Merci Cole pour le 9e mois d'abonnement, c'est beau. Merci beaucoup. La marge d'erreur entre le simu et la piste est réelle ou pas? Il y a toujours une marge d'erreur. Il y a toujours une petite marge d'erreur. Normalement, ça va en vrai, je crois. On peut s'attendre à ce que Ferrari reprenne les devants avec le nouveau package. Ce sera l'objectif, quoi qu'il arrive. La nouvelle Aston, elle ira à qui selon toi?
Je pense que s'il faut la mettre à quelqu'un, faut la donner à Vettel, je dirais. Bah, juste sur le principe de l'expérience. Euh, Les Alpines, tu en penses quoi? Alors, on n'est pas en FAQ, les potes. Moi, je parlais si vous aviez des questions sur les Mercedes. Justement, sur le sujet des Mercedes. Est-ce que l'Aston Martin B peut vraiment faire la différence? Bah, on verra, hein. Erreur ou non, les zéro side pods? Je pense pas. Je pense pas. Juste peut-être plus complexe finalement à faire fonctionner. Est-ce que tu penses qu'ils font fausse route ou pas? Avis perso. Euh, en termes d'avis perso sur Mercedes, je pense pas qu'ils fassent fausse route. En fait, c'est pas une question de faire fausse route. Je pense que c'est une question de savoir quand arrêter de s'obstiner. Je pense qu'ils n'ont pas encore testé tout ce qu'ils voulaient tester pour voir s'ils arrivaient à faire fonctionner la voiture. Je pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes qu'on ne le pense. Enfin, le problème est. Non, alors il n'y a pas plus de problèmes. Il y a plus de. Le problème est beaucoup plus complexe qu'on aime le penser. Ils ont du rebond, oui, mais ça, par quel bout on prend la voiture pour pouvoir résoudre ce problème-là. Je pense pas qu'ils fassent fausse route. En fait, je vais te dire, j'aimerais bien qu'ils fassent bonne route et qu'on ait un concept zéro side pods qui fonctionne aussi bien que les pontons baignoires de la Ferrari, qui fonctionne aussi bien que des pontons plus traditionnels, on va dire, de la Red Bull, qui pourrait, Inch'Allah, fonctionner aussi bien que les pontons et giga découpes sur le dessous de l'Alfa Romeo, tu vois. Donc, ouais, je kifferais bien. En vrai, je kifferais bien que ça fonctionne pour eux, tu vois. Plus on est de fous, plus on rit. Plus on est de fous, plus on rit. Est-ce que le design n'était pas trop osé pour cette nouvelle saison? Alors, là-dessus, encore une fois, avis perso, je pense que le zéro side pods est arrivé peut-être un petit peu tôt. Est-ce que ça valait pas le coup après Barcelone? Alors après, peut-être qu'ils se sont dit que le zéro side pods allait résoudre le problème qu'ils avaient à Barcelone avec les rebonds, tu vois. Ce que je comprends tout à fait. Encore une fois, le problème, c'est d'arriver à identifier le problème du rebond et d'où ça vient. Après, c'est facile à dire aujourd'hui, tu vois, mais typiquement, peut-être l'une des bonnes routes, ça aurait été de faire une première partie de la saison avec les side pods normaux, entre guillemets, et quitte à introduire un peu plus tard dans la saison cette version B avec les zéro side pods en étant un peu plus sûr de ce qui va se passer. Mais c'est compliqué parce qu'en simulation et en CFD, les mecs étaient là en train de dire bah en fait ça fonctionne nickel chrome, et du coup ça se retrouve pas dans la réalité. Et ça c'est problème ça. Donc est-ce que tu penses que sans le budget cap le problème serait résolu? Je pense le budget cap commence à faire effet. En fait, je pense qu'on se rend pas compte. Je pense que le budget cap, c'est pas 90% des problèmes de Mercedes, du fait qu'ils amènent peu d'améliorations, etc. C'est plus sur le temps de développement alloué. Parce qu'ils ont de moins en moins de temps de développement, donc du coup ils peuvent tester de moins en moins de solutions. Donc quand ils testent une solution, il faut qu'ils soient sûrs que la solution fonctionne. Si elle fonctionne pas, aïe. Et en plus, bah, pour l'instant en simulation, bah, ce qu'ils font ça a l'air de fonctionner et ça se retrouve pas sur la piste. Donc il y a quand même un petit problème. Je pense que le budget cap, comment dire, je pense que le budget cap pas influe, pondère. C'est pas le bon mot, c'est un autre mot que ça. Je pense que amplifie, voilà. Le budget cap amplifie finalement entre guillemets le fait qu'ils aient pas beaucoup de temps de développement par rapport à d'autres écuries. Donc ouais, je saurais pas je saurais pas te dire. On est bien d'accord pour le titre pour Mercedes, c'est mort. Non. Comme on dit, tant que mathématiquement c'est jouable, rien n'est terminé.
Rien n'est terminé. Tant que mathématiquement ils sont dans la course au titre, ils sont dans la course au titre. Tout comme Williams, tout comme Haas. La FIA, avec sa réglementation, a-t-elle réussi son coup en bloquant Mercedes? Ça a redistribué les cartes. Est-ce que c'est pas ça qu'on avait envie de voir? Est-ce que l'effet, est-ce qu'ils voulaient absolument que ça bloque Mercedes? Je sais pas. Parce que regardez Red Bull, ils sont toujours au top. Comme l'année dernière au final. Je pense pas qu'il y avait une volonté de vouloir bloquer Mercedes. Après, je pense que je suis peut-être naïf, probablement. Je suis probablement très naïf, mais je pense pas que il y avait une volonté de bloquer Mercedes. Il faut arrêter de gagner, machin. Je pense pas. Ils sont partis sur une direction. Pour l'instant, elle fonctionne pas. Ils vont essayer de la faire fonctionner et puis on verra. Donc, voilà, mais est-ce qu'il y a des zones grises dans le budget cap? Normalement, ça me paraît un peu compliqué. La vraie question, c'est comment on fait pour faire en sorte que ce soit bien respecté. Donc ça, c'est un autre problème. Bon, voilà, en vrai, on verra, hein, mais une crise interne chez Mercedes, genre morale à plat ou quoi. En fait, je pense qu'il n'y a pas de crise interne chez Mercedes, ça m'étonnerait. Le moral, il peut être un peu atténué dans le sens où il se casse le crâne sur un problème où justement, genre, ils sont même pas sur le problème fondamental, ils sont sur pourquoi on n'arrive pas à correctement identifier le problème. Tu vois, genre grosso modo, c'est Lewis et George, ils nous disent qu'il y a ça. Les datas qu'on a sur la télémétrie nous disent autre chose. Merde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je pense qu'ils se cassent le crâne là-dessus pour justement résoudre un problème en plus fondamental qui est le rebond de la voiture et qu'on puisse pas exploiter la voiture comme on l'a pensé pour pouvoir pour faire en sorte qu'elle soit performante. Et donc du coup, moralement, je pense que les journées chez Merco, elles doivent être un peu longues. Elles commencent à être un peu longues là. C'est, tu vois, genre. Donc bon bah ouais, je pense qu'il doit y avoir un petit peu de fatigue quoi. Si une écurie dépasse son budget cap, il se passera quoi? Elle n'est pas censée le dépasser. Je pense qu'il y aura des sanctions et normalement et des lourdes sanctions parce que justement le but c'est de pas dépasser. Donc une fois que tu as bouffé tout ton budget cap, tout ton budget, bah bisous quoi. Bisous, j'ai envie de te dire. Tu développes plus ta voiture, tu amènes ta voiture, tu fais la course et puis tu la fermes. Donc voilà. Après, oui, effectivement, ils sont pas au fond du trou. Techniquement, la voiture, elle est. Alors, saine, je sais pas, mais elle est encore capable de faire des P5, P6. Donc, oui, ça va, il y a pire en soi. Je suis totalement d'accord là-dessus. Il faut toujours remettre ça en perspective, évidemment. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi Russell s'adapte mieux que Hamilton? Si j'avais la réponse, je pense que Hamilton serait repassé devant. Je lui aurais donné, je lui aurais dit tiens Lewis, démerde-toi avec George. Ou alors je l'aurais gardé pour moi et. Ah là là. Mais tu peux gratter du budget sur celui de l'année pro? Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit pris en compte. Parce que sinon c'est trop facile. Tu grattes sur le budget de l'année pro, tu fais une arme de destruction incroyable, de ouf, qui va mettre tout le monde par terre. Une bagnole incroyable en te servant de 2 années de budget quoi. Et après t'as plus de... Voilà. Non, je pense pas. Non, tu peux pas. Donc bon, en vrai j'ai hâte de voir s'ils peuvent résoudre leurs problèmes chez Mercedes. S'ils y arrivent, tant mieux pour eux, tant mieux pour nous. Il y aura peut-être aussi plus de spectacles, une bataille à 6 voitures au lieu de 4. Alors 4 c'est déjà bien, on se fait déjà bien plaisir, et encore. Mais si on a une bataille à 6 pour la tête de la course et le championnat, franchement ça peut être vraiment lourd de ouf. Ce que je kifferais de ouf serait que Alfa Romeo... Ah non mais c'est mes chouchous hein. Ce serait que Alfa Romeo vienne dans le mix parce que le petit Valtteri Bottas là il commence à me faire plaisir et j'aimerais bien voir un Guanyu Zhou avoir moins de malchance parce que le pauvre là il est vraiment pas verni alors que là il... En vrai il a fait un bon début de saison donc on verra.
On verra, on verra. Voilà les enfants, 13h55. Est-ce que je vous laisse pas tranquille? Attendez, fais voir. J'ai eu des messages dans tous les sens. Ok, oui, ça, je m'en fiche. Pam, pam, pam. Très bien. De Jean Bottas. les pères folles de Jean Bottas. Team Valtteri dans la rivière. J'ai vu ça. Valtteri Bottas à poil dans une rivière, putain. Il montre encore son cul, le con. Oh, putain. Putain, mais en vrai, Bottas, homme du début de saison, totalement. Hein, je suis entièrement d'accord. Vraiment à deux doigts d'acheter du merch Bottas. Hein. Aïe, aïe, aïe. Hein. Plus il monte ses fesses, plus il est rapide. Valtteri et le naturisme. Ah là là. Sacré Bottas. Sacré Bottas, les potes. Bon. Eh bah dis donc, on aura beaucoup discuté. Vous savez quoi? Je pense sincèrement pour... Alors la semaine prochaine, je sais plus si je suis... si ce sera jeudi ou vendredi. Ce sera peut-être vendredi la semaine prochaine, les potes. J'ai un autre déplacement de prévu là. En ce moment, j'arrête pas. Si vous allez à Manicourt ce week-end, je serai là normalement le samedi, les potes. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, comme d'habitude, avec grand plaisir. Semaine prochaine, je crois que ce soit... Attends, le plus simple, c'est que je regarde mon planning. Semaine prochaine, je pense qu'on fera le 107%, le fera le vendredi, ouais. On fera ça le vendredi tranquillement et on le fera juste avant la première séance de Free Practice 1. Et si vous voulez, on poussera le bouchon peut-être un petit peu plus loin. On regardera la Free Practice 1 ensemble juste après 107%. Ça pourrait être stylé. Voilà, donc comme ça, on pourra peut-être un petit peu continuer le live la semaine prochaine. Et du coup, bah, je vous dis à samedi pour ceux que je croiserai au GT World Challenge à Manicourt. Comme ça, on se dira bonjour avec grand plaisir. Comme d'habitude, donc un 133%. Pas mal ça, pas mal du tout. Sur ce, je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir été présents sur ce live. On se tient au courant comme d'habitude. Vous aurez des petites rediffs bien comme il faut. Et puis on se dit à la semaine prochaine, grosso modo, ou ce week-end. Voilà. Sur ce, des bisous. Et puis bonne semaine à tous et bon week-end. Ciao, ciao, bye bye.